Donc là, je vais commencer à faire entrer des gens qui ne se connaissent pas spécialement. Donc, je vais reprendre le vouvoiement et un peu voilà, de choses protocolaires. Daniel, tu sais bien que je suis quelqu'un de très protocolaire. Est-ce que tu as vu, tu connaissais le travail de Mathilde Roland, Daniel? Non, mais justement, D'accord. je suis venue pour, Pour l'écouter. entendre un petit peu, parce que j'étais pas mal occupée tous ces mois-ci, donc Oui, oui, voilà, oui. Oui, oui. j'émerge. Oui, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Oui, c'est très bien. OK. Alors, vas-y, à toi d'ouvrir. Oui, ben, on va faire entrer les personnes au fur et à mesure. Voilà. Moi, je vais rappeler ce que je vous ai proposé, c'est déjà vous remercier toutes et tous de participer à cette deuxième séance. Il y en aura 11, une séance par mois, d'un séminaire qui a pour titre séminaire, mais en fait qui est une rencontre improvisée qui durera 2 heures tous les mois. La première a eu lieu il y a exactement un mois, le 27 novembre, puisque ces rencontres auront lieu tous les 27. Donc, ce n'est pas le soir de présenter les explications du 27. Il y a déjà eu d'autres rendez-vous du 27 sur les questions de l'immersion il y a plusieurs années. En tous les cas, ça sera toujours de 21h à 23h, ce qui me permet de vous indiquer qu'à 23h, quels que soient nos échanges, la soirée sera clôturée. La deuxième chose, c'est que je propose que ça soit enregistré. Donc là, la séance est enregistrée. On n'est pas sûr de la diffuser a posteriori. On verra un petit peu si on décide de la diffuser. En tout cas, si elle est diffusée, ça sera sur YouTube et avec l'autorisation de nos 4 intervenants, les 2 auteurs que j'ai pu inviter et les 2 grands auditeurs. Juste pour finir sur cet aspect technique, la vidéo est enregistrée, donc s'il y a des gens qui nous suivent, qui ne veulent pas apparaître sur les images, même si c'est en petite vignette, c'est bien de garder votre caméra non connectée. Voilà. On fait le pari aussi que chacun est capable d'ouvrir et de fermer son micro et d'entendre les uns et les autres, que ce soit des auteurs, des grands auditeurs, des spectateurs, des acteurs, des inconnus. C'est le pari aussi d'une prise de parole. Donc on est dans un cadre qui se veut sérieux, de recherche, respectueux sur la question de l'écrit, puisque ce soir, encore plus que d'habitude, il s'agit de 2 livres qui ont motivé un petit peu la rencontre, la proposition entre, j'ai évoqué 2 auteurs, donc maintenant je vais pouvoir les citer, Mathilde Roman et Ariel Kirou, qui seront aussi accompagnés dans cette soirée, au-delà de votre présence et des questions qui vont être amenées par leurs interventions, de 2 grands auditeurs. Alors là, 2 artistes qui sont pour le coup cités dans un des 2 ouvrages, Yann Thomas et Fabien Zucco. Je fais une présentation brève puisqu'on laissera le temps à chaque personne qui prendra la parole. Donc d'abord, ce sera Mathilde Roman pour parler de son livre Habiter l'exposition, qui vient de sortir il y a quelques mois chez Manuela Édition. Après, ce sera Ariel Kirou, euh, qui est invité par rapport à son livre, mais en fait, il ne parlera pas de son livre, il parlera du livre de Mathilde Roman, Habiter l'exposition. C'est là la petite subtilité de cette proposition, qui est une proposition un petit peu différente que ce qui se fait habituellement. Et Mathilde Roman s'est engagée de manière libre et avec le temps qu'elle le voudra de parler dans les imaginaires du futur, qui est le livre d'Ariel, qui est également sorti récemment chez Actu SF. Sur ces 2 interventions qui seront déjà 2 rencontres, 2 complicités sur lesquelles il n'y a aucune attente, si ce n'est une intuition personnelle, une intuition que je déplierai avant de leur laisser la parole. Cette intuition, elle va se conjuguer en fonction de ce qui sera dit par 4 oreilles, 2 grands auditeurs, Yann Thomas, qui est artiste, et Fabien Zucco, qui est artiste également. Pareil, ils auront la liberté de prendre la parole comme ils le souhaitent pour réagir, interpréter, critiquer, remarquer, interroger nos 2 auteurs présents ce soir. Et à ce moment-là, on aura déjà 2 parties qui nous ouvriront à un échange et un débat où chacun pourra effectivement, s'il le souhaite, poser des questions et en toute liberté déplier un questionnement qui pour le coup traverse, même si dans le titre même du livre de Mathilde Roman, ce n'est pas noté, et même si c'est un mot qu'on ne trouve pas dans le livre d'Ariel Kirou, la scénographie, qui est quand même un petit peu un aspect de ces rencontres qui font suite à d'autres rencontres qui ont eu lieu les premières en 2002, en 2017, en 2020, et j'en prépare une 4e en 2022 sur scénographie et technologie. Donc, je vous avais promis quand même de sortir de mon chapeau magique un lien entre ces 2 ouvrages.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu ces 2 ouvrages. En tous les cas, j'espère que toutes les personnes qui nous suivront ce soir achèteront, s'ils ne l'ont pas fait, ces 2 ouvrages, parce que c'est aussi important de dire que dans le monde dans lequel on est, et même si on va parler de virtualité, de technologie, de fiction, l'aspect du papier, de la matérialité, elle est très importante à l'heure d'aujourd'hui, quelles que soient ses formes d'exposition. Alors, le lien entre les 2 ouvrages, il est suggéré dans l'ouvrage d'Ariel Kirou et il est indirectement nommé dans l'ouvrage de Mathilde Roman. Pour moi, il est très important parce que c'est une figure majeure du XXe siècle, une figure qui, à l'heure d'aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine, 15 ans, est redécouverte à travers la fondation Frédéric Kistler, la fondation qui défend le travail d'un scénographe. Ce scénographe, il est cité dans le livre de Mathilde par rapport à ses travaux de scénographie d'exposition, mais surtout, il m'est apparu important de le citer parce qu'il n'apparaît pas dans le livre d'Ariel, mais Ariel parle de quelque chose qui est fondamental dans la fiction, qui est la création du mot robot. Et donc, il y a exactement 100 ans, non pas en 2020, mais en 1920, est créé dans une pièce de théâtre, la pièce de Capek, un mot qui s'intitule robot. Et il faudra savoir que la mise en scène de cette pièce de théâtre, qui va devenir mondialement connue, au-delà du mot robot, a été faite par ce scénographe Frédéric Kistler en 1923 à Berlin, à travers un dispositif qui est un dispositif de vision. Donc, moi, j'ai déjà fait plusieurs conférences sur le sujet et je me garderai bien ce soir d'intervenir au-delà de mon rôle, je dirais, d'accompagnateur et non pas de développer mes thèses. Bien qu'il y a encore une autre thèse qui me semblerait aussi importante à mettre en avant, c'est de là où je viens, ce que je fais et pourquoi je le fais. Il faut savoir que j'ai travaillé avec un scénographe français qui était visionnaire, qui s'appelait Jacques Poliry, qui s'est voulu très proche de Frédéric Kistler, et sa définition de la scénographie, pour lui, c'était la scénographie, c'est un acte de fiction. Bien évidemment, avec une définition comme ça, où allons-nous? On va dans beaucoup de directions, mais en tous les cas, on s'interroge aussi à l'aspect de la fiction et de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quelque chose dont j'ai fait mon métier, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis installé comme psychanalyste à Paris. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de quelques points. Je vérifie un petit peu dans mes notes si je n'ai pas oublié grand-chose. Je peux juste rappeler que vous pouvez couper vos micros s'il y a des gens qui ont des bruits derrière eux pour la meilleure compréhension de nos intervenants. La boîte de dialogue en bas pour converser est également disponible. S'il y a des gens qui veulent intervenir pour poser des questions maintenant sans intervenir sur l'audio ou glisser des liens Internet, ça c'est possible. Voilà, je crois que les références majeures, je les ai données. J'aurais pu extraire une citation des 2 ouvrages. Il y en a plein dans les 2 ouvrages, il y a des auteurs qui me passionnent, il y a plein de choses. Juste deux commentaires en un seul. Le livre de Mathilde est un livre, pas en 2 parties, mais une partie, je dirais, d'introduction avec une préface, une théorie, une analyse historique et aussi un entretien. Et c'est-à-dire qu'il y a une prise de parole à travers l'échange avec d'autres artistes. Et dans le livre d'Ariel, il y a également une prise de risque ouverte en donnant la parole à l'autre. C'est un peu comme ceci que va se dérouler la soirée de ce soir, c'est donner aussi la parole à l'autre. Hein, ce n'est pas simplement un savoir, c'est quelque chose qui est ouvert dans une dimension que je dirais presque politique, qui aussi résonne dans les 2 ouvrages convoqués ce soir, celui de Mathilde et d'Ariel. Donc, pour Mathilde, c'est 17, je crois, de mémoire artistes dont elle a fait des entretiens. Et pour Ariel, il a convoqué un auteur de science-fiction, pour faire un peu court, Damasio, qui est intégré dans son livre. Donc, vous voyez, déjà esquissé très rapidement, en apparence, 2 ouvrages qui sont éloignés et pour le coup qui ont des points communs. En tous les cas, des points communs qui, moi, m'intéressent. Et je disais qu'il aurait été facile d'extraire une citation des 2 livres, mais il y en a une qui a été extraite non pas directement depuis le livre d'Ariel, mais d'un autre livre qu'a écrit Ariel et qui m'a fait beaucoup sourire. Je vous la suggère parce que l'idée de ce soir, au-delà du fait qu'on soit entre Noël et le Nouvel An, c'est aussi des moments qui sont, je dirais, ouverts. Hein. Donc, il n'y a pas d'enjeu de thèse et de choses de déplier, si ce n'est de pouvoir passer un moment dans une liberté de respect des lectures, des écoutes des uns et des autres intervenants. Et donc, dans le livre d'Ariel, Ariel parle d'un autre livre qu'il a écrit sur la musique techno. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne introduction parce qu'en fait, c'est un entretien qu'Ariel Kirou a fait avec Juan Atkins,
sur l'émergence de la techno, et Rowan Atkins lui parle à propos de la clé de la techno d'une phrase que le capitaine Kirk, au début de chaque épisode de Star Trek, donne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas convoquer cette phrase avec un peu d'humour et de distance pour parler de la fiction, pour parler de quelle manière on habite l'espace, l'exposition, mais aussi l'espace de la fiction. Et donc, Rowan Atkins raconte à Ariel, dans un autre livre sur la techno, qui est cité dans son livre de ce soir, « Allons sans peur là où l'homme n'a jamais été ». Et Ariel continue, « C'est en explorant ensemble de nouveaux territoires que nous trouverons ce que nous cherchons, ce point d'évolution où nous aurons plus de respect les uns pour les autres que nous en avons aujourd'hui pour le fric. » Alors, ce séminaire ou ces rencontres sont totalement gratuites, il n'y a pas d'enjeu d'argent. En tous les cas, je rappelle quand même qu'il y a 2 éditeurs qui ont fait confiance à 2 auteurs. Je les remercie d'avoir accepté cette proposition un petit peu sans filet, de lire l'ouvrage de l'autre, et également à nos 2 invités artistiques et artistes de déplier des dimensions qui leur sembleront jusqu'à l'écologie ou la politique. Voilà. Je ne dévoile pas plus les grandes lignes, et on a convenu d'un tirage au sort aléatoire mais définitif, que ce serait Mathilde Roman qui ne commencerait pas ce soir, mais ce sera Ariel Kirou qui commencera. Ariel Kirou, je vous laisse vous présenter en quelques secondes. Je ne connais pas le temps que vous avez, et vous avez toute licence de parler, donc maintenant sur Habiter l'exposition de Mathilde Roman, et je vous en remercie. D'accord. Bon. Donc, alors, à ce moment-là, on se présente au début de la présentation. Alors, hein. Oui, ça sera beaucoup plus logique. Auprès de Mathilde. Voilà. Tout le monde. Bon, oui, donc, mon nom, Ariel Kirou, donc, comme ça ne se prononce pas. J'ai toujours du mal à me définir, en fait, hein, mais j'avoue que je suis pas très. J'ai du mal à me mettre dans les cases, quelles qu'elles soient, en fait. À la limite, aujourd'hui, j'ai envie de dire. Je déteste la logique des actions, sauf quand c'est Ouest Lumière, en fait. Hein. Donc, actionnaire de Ouest Lumière, voilà. C'est déjà une première identité. Voilà, donc, non, disons que pour simplifier, j'ai une activité essentielle qui est de faire la direction éditoriale d'un dispositif qui s'appelle le Laboratoire des Solidarités, avec un site internet qui s'appelle solidaroom.org, qui est une sorte de base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire. Et donc là, pour le coup, je dirige une trentaine de journalistes, de photographes, de reporters, de vidéastes, pour faire des sujets dans le monde entier sur les questions de solidarité et de réinvention de la solidarité. Et d'ailleurs, dans une revue annuelle qu'on fait, on fait 2 nouvelles de science-fiction. Voilà. Hein, c'est-à-dire on joue aussi la carte de la fiction sur ce support-là. Et par ailleurs, j'écris plusieurs essais, dont effectivement mon dernier qui est sorti à la mi-octobre, dans les imaginaires du futur, donc sous-titré de mémoire entre fin du monde au pluriel, IA, virus et exploration spatiale, avec une volte-face d'Alain Damasio. Voilà. Bon. Hein, et donc, voilà. Et par ailleurs, je suis, entre autres choses, assez obsédé d'un auteur de science-fiction qui est Philippe Cadic. Je suis intervenu 1 heure sur France Culture il n'y a pas très longtemps sur le sujet. On a tous on va dire, nos dadas, dans tous les sens du mot dada, y compris le mouvement dada, qui fait partie aussi de mes obsessions. Donc, alors, après cette présentation un peu hétérodoxe, le livre de Mathilde, voilà, donc, que j'ai devant moi, Habiter l'exposition, donc, l'artiste et la scénographie, c'est son sous-titre. Donc, je vais en donner un peu ma vision. Donc, c'est un livre, effectivement, comme l'a dit Franck, qui est en 2 parties. Il y a une sorte d'analyse, on va dire, de Mathilde, de réflexion de Mathilde sur la scénographie, sur l'exposition. Et puis ensuite, il y a 18 interviews, en fait, hein, qui ont été faites, je crois, apparemment de 2015 ou 2016 à 2019. Donc, de plein d'auteurs, de Dan Graham, en passant par Caroline Schneemann, Laurent Grasso, Xavier Veillant et beaucoup d'autres. Donc, je dirais qu'a priori, on voit que le territoire de Mathilde, au départ, c'est évidemment l'art vidéo, mais qu'elle élargit visiblement, effectivement, dans son analyse par rapport à cette question de la scénographie. Alors, pour moi, et pour simplifier, je dirais qu'il y a 3 points qui m'ont marqué dans le livre, en fait, hein, j'aimerais les traiter un par un. Le premier, quand même, c'est tout simplement le titre, c'est-à-dire le propos, hein, habiter l'exposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, on se rend compte que lorsqu'on habite l'exposition, apparemment, on la transcende, on la fait exploser, et l'exposition presque disparaît. Moi, j'ai pensé à quelque chose qui est ce débat entre 2 paradigmes, 2 archétypes, qui est l'art pour l'art d'un côté, et de l'autre côté,
la vie qui fait disparaître l'art. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur l'international situationniste, sur le mouvement Dada, et donc cette logique de l'art qui, au fond, finalement, à un moment donné, est en quelque sorte soluble dans la vie, est comme une sorte d'horizon, visiblement, de cette logique d'habiter l'exposition, où les expositions sont réellement des lieux, et ce qu'explique très bien Mathilde, c'est qu'effectivement, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, que c'est un long mouvement depuis le début du XXe siècle, que effectivement, cette logique objective d'un lieu qui serait une sorte de non-lieu au service des œuvres présentées au sein de ces lieux d'exposition est quelque chose qui, avec les artistes qu'elle cite et beaucoup d'autres, Yann Thomas et Fabien Zocco, pour moi, participent de ce mouvement également, eh bien, étend la logique, on va dire, de l'exposition, casse les frontières qui pouvaient exister entre l'intérieur et l'extérieur. Et il y a un mot, moi, que j'aime beaucoup, en fait, dans l'introduction de Mathilde, c'est celui de milieu. Elle parle de milieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans, je crois, une interview qui est celle de Henri Salat, elle parle d'atmosphère. Hein, donc, d'un artiste qui crée une atmosphère en tant que tel et qui, effectivement, au-delà des œuvres, crée quelque chose. Et il y a cette idée de l'exposition comme un milieu. Voilà. Je pense que c'est une idée clé. Alors, moi, en toute honnêteté, c'est un peu la règle des 3/3, en fait, hein, comme dans une classe où il y a les cancres, les bons élèves et l'entre-deux. Moi, j'avoue que parmi les artistes dont elle parle, il y en a un tiers que je connaissais plutôt bien, un tiers que je ne connaissais pas du tout et un tiers que je connaissais un peu, comme ça, où je m'en suis souvenu, j'avais vu des œuvres d'eux dans des expositions. Et dans le tiers que je ne connaissais pas, j'ai été tout à fait marqué par Eija Lisa Attila. Voilà. Donc là, pour le coup, ce qui est bien quand on a un livre, à mon sens, c'est de faire des découvertes. Donc, j'ai découvert grâce à Mathilde cet artiste-là. Voilà. Bon. En plus, c'est elle qui fait visiblement la photo. C'est une photo de couverture correspondant à une œuvre qui s'appelle The Wind de cette artiste finlandaise. Donc. Et la manière dont on parle en introduction de son texte, Mathilde, me semble tout à fait intéressant. C'est-à-dire, visiblement, elle me corrigera si j'ai dit des erreurs, mais au fond, quand on entrait dans la pièce où était exposé The Wind, il y avait 4 écrans et puis les fenêtres étaient ouvertes. Et au fond, finalement, il y avait un jeu entre l'extérieur de la salle d'exposition et l'intérieur qui avait été réellement travaillé en tant que tel. C'est-à-dire que l'exposition était réellement habitée. Et c'est vrai que quand j'ai lu son texte, j'ai pensé à J.G. Ballard, l'auteur de science-fiction, pour lequel, en fait, le désastre extérieur est indissociable du désastre intérieur. L'effondrement intérieur et l'effondrement extérieur sont deux données qui sont absolument liées, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Croire que l'un puisse être séparé de l'autre est une erreur. Et au fond, finalement, ce que met en scène visiblement cette œuvre que je ne connais pas, que j'ai découvert, j'ai été regardé sur Internet après derrière, ce que j'ai découvert donc, grâce à Mathilde, The Wind, donc, qu'elle a vu à Louvain en Belgique, en fait, hein, donc si ma mémoire est bonne. Pour moi, elle est tout à fait symptomatique de cette logique, c'est-à-dire de se dire, au fond, finalement, l'intérieur et l'extérieur communiquent, se parlent, et devient une sorte de milieu, d'espace, on pourrait presque dire d'espace du trouble, pour parler de... je pense que Dana Haraway est une référence commune entre Mathilde et moi. Elle parle d'habiter le trouble, d'une certaine façon, et ce qui explique très bien, à mon sens, Mathilde, c'est qu'effectivement, l'exposition, parce qu'elle réussit à capter l'extérieur, à capter au fond, à faire intervenir le spectateur au sein même de ce dispositif, c'est que c'est plus des œuvres, c'est un dispositif, eh bien, il interroge, il crée un décalage qui potentiellement peut nous faire réfléchir, peut nous faire penser. Et parce que c'est un milieu et pas simplement des œuvres, ce lien au-delà du divertissement ou au-delà de l'art pour l'art, ce lien peut se créer entre le spectateur et l'œuvre, et donc l'artiste. Voilà. Donc, premier point, habiter l'exposition. Là, j'en ai donné ma vision telle que moi je l'ai comprise, hein, à tort ou à raison. Le deuxième point, qui moi m'a bien plu et me semble être un point commun entre nos deux démarches, c'est cette logique de non-séparation. C'est-à-dire que au-delà de habiter l'exposition, hein, où l'exposition quasiment n'existe plus en tant qu'exposition, c'est plus simplement on expose des œuvres, il y a une logique qui court tout le long de ses interviews et de son texte, qui est cette logique, on va dire, de non-séparation. Alors, quand je dis non-séparation,
je pense à quelque chose. Au fond, ce qui visiblement, elle refuse, elle rejette. Elle cite également Anat Singh, qui est une anthropologue assez formidable, qui a écrit un livre sur le champignon de la fin du monde. Cette non-séparation, au fond, c'est si on prend une image par rapport à l'Anthropocène, beaucoup de ces auteurs comme Anat Singh, Yves Citon, dont je suis très proche parce que je suis membre du comité de rédaction de la revue Multitude, parle de plantationocène, en fait. Isabelle Stenger s'en parle aussi, la logique de la plantation, c'est-à-dire, en gros, la plantation, la canne à sucre, elle existe, est comme une usine, au fond, et finalement, elle doit être productive, et elle se coupe complètement de son environnement. Au fond, finalement, ce que moi, j'ai bien apprécié, c'est que dans la description qu'en fait Mathilde, on a le sentiment que cette logique de plantation a été pendant très longtemps la logique de l'art contemporain ou de l'art moderne, logique d'exposition en fait, où on expose comme si on pouvait faire fi de l'environnement extérieur. On a créé des plantations artistiques. Voilà. Et l'idée que j'aime bien, c'est de dire, foutons une bombe dans ces plantations artistiques et faisons de la permaculture artistique avec des animaux, en mélangeant les genres, tous les genres, y compris les genres humains, femmes, hommes, transgenres, etc. Voilà, faisons une sorte de, voilà, de grand, et en profitant de ces interstices, de ces, on va dire, de ces espaces qui deviennent des espaces intermédiaires, des espaces de vie, que pourraient devenir ces lieux d'exposition, hier morts, hier de l'ordre du cimetière, et qui soudainement redeviennent vivants. Alors, lorsque je dis ça, donc je dis ça à ma façon, en provoquant un petit peu. Alors, elle donne des exemples qui sont moi que j'aime beaucoup. Elle donne l'exemple alors de On Air de Laurent Grasso avec Les Visions du Faucon, l'exemple de Pierre Huyghe. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer. Donc moi je suis pas un critique d'art. Donc Pierre Huyghe, c'est partie des artistes que je connaissais déjà, mais je n'ai jamais su comment le prononcer. Mais elle parle de Umwelt, qui est une de ses œuvres, on va dire qu'elle a vue, je crois, en 2018 à la Galerie Serpentine à Londres, et elle parle de ces mouches. Voilà, c'est qu'au sein de l'exposition, il y a des écrans LED, et il y a donc il y a ces écrans, d'une part, donc il y a de la technologie, il y a des machines, il y a ce que mettent en scène les images, que je crois quelque chose de l'ordre de processus neuronaux, il y a des images un peu hypnotiques, visiblement. Et puis il y a des mouches, et elle écrit qu'elle est venue, je crois que 15 jours après l'inauguration, et d'ailleurs je la salue avec un grand respect pour parfois ne pas aller aux inaugurations et aller comme le public au sein des expositions. C'est pour moi un acte que j'adore en fait faire, ne pas aller à l'inauguration et aller comme n'importe quel public en payant ma place pour aller voir l'expo. Et je trouve ça souvent très passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui a permis de voir des mouches mortes, alors que visiblement, le jour d'inauguration, elles étaient toutes vivantes. Et donc les mouches participent de l'événement. D'ailleurs, l'artiste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à Mathilde, Eja Lida Attila, visiblement, elle aussi a travaillé avec des animaux, ou avec la flore. Elle a mis en scène un arbre, un épicéage, je crois, horizontal, dans un espace d'exposition. Et donc, cette deuxième idée, au-delà d'habiter l'exposition, de non-séparation, et c'est presque une prise de position politique, en fait, qu'il y a derrière, on va dire, cette vision de l'exposition, me semble tout à fait parlante et me semble être un point commun très fort entre nos deux livres. En fait. Donc là, cette logique qui, au fond, ouvre sur l'impossible, ouvre sur l'incertain, ouvre sur l'aléatoire, par le biais de cette permaculture artistique répondant à l'imbécilité des plantations artistiques, eh bien, me semble être quelque chose d'assez porteur. Et c'est la deuxième idée que j'ai envie de retenir de son livre. Donc, vous avez vu, j'essaie de tenir le rythme. Donc, vous voulez que je réagisse peut-être maintenant oui, ou sinon je fais le troisième point en rapide, et puis après, comme ça laissera la réaction. Le troisième point, je vais être plus rapide parce que je ne sais pas, le temps court. Ce que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait réfléchir, y compris par rapport au bouquin que je suis en train de préparer pour Les liens qui libèrent, c'est le jeu entre la fiction et la réalité. Voilà. Alors, elle donne beaucoup d'exemples, en fait, Mathilde, qui correspondent à ça. Il y a The Imponderable de Tony Hausler, il y a Wanty de Laure Prouveau. Je trouve tout à fait intéressant cette idée qu'elle développe que ces espaces intermédiaires qui ne sont plus des lieux d'exposition, qui sont quelque chose peut-être dont il faudrait trouver un autre nom, peut-être, des moments, des situations s'ancrant dans des espaces d'un nouveau type, eh bien, il crée ce décalage, il pose la question de qu'est-ce qu'est le réel et donc qu'est-ce qu'est l'humain.
hein. Et vous l'avez tous reconnu, vous qui êtes tous des lecteurs de Philippe Cadic, qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que l'humain? Ce sont les deux questions fondamentales de cet auteur de science-fiction dont je suis un fan absolu, donc, et qui pose la question de la réalité. En fait. Et en posant la question de ce qui est réel, hein, quand vous allumez la radio, vous allumez France Info, on vous dit effectivement que le réel, c'est en gros l'économie comme elle ne va pas, hein, c'est l'emploi, une fumisterie totale. Alors même que travailler à ce que serait un travail en lien avec notre environnement sous toutes ses formes serait un enjeu extraordinaire. Et au fond, ces espaces intermédiaires, c'est il y a des exemples aussi liés à la réalité virtuelle. Il y a voilà, beaucoup d'expériences qui mettent en scène ce questionnement sur la réalité et sur la fiction. Et je trouve que c'est un très joli champ d'expérimentation qui nous permet, au fond, comme une sorte de nettoyage, que de renouveler les récits, de décaler, de voir d'où viennent nos récits et comment, et peut-être d'en recréer de nouveaux. Et je trouve que c'est un troisième point qui me semble être assez fort sur cette scène, puisqu'on ne parle plus de lieu d'exposition, cette scène. En fait, le mot scène est sans doute celui qui va le mieux en fait, à cette logique. Ce ne sont plus des lieux d'exposition et l'environnement, c'est que l'on crée des scènes dans des tas d'endroits différents. Je pense que Yann pourra nous enfiler quelques-unes des scènes sur lesquelles il est intervenu. Et ces scènes, en fait, elles nous permettent non seulement de mettre en scène de la connaissance, mais de renouer avec des imaginaires, de les réinventer et potentiellement de construire des alternatives quoi, et de les rendre tangibles, crédibles, que ce soit grâce à des artistes comme ceux que cite Mathilde ou des auteurs comme ceux que je cite moi. Voilà ce que j'avais préparé sans l'avoir écrit, mais en ayant juste pris quelques notes, histoire de ne pas me tromper sur quelques noms. Voilà. Ariel, on a dit qu'on allait se vous voyer, mais bravo à toi. Je pense que là, tu as lancé un feu d'artifice. Alors, moi, j'ai proposé un ordre, pas 1, 2, 3, mais des intervenants. Est-ce qu'on le tient, Mathilde? Oui, ou parce que vous vouliez intervenir? On va Je veux bien réagir là maintenant, effectivement. Non, c'est bien que je pense que je prenne la parole maintenant parce que voilà, parfait. effectivement, merci déjà. Je voulais dire merci à Ariel Kirou parce que c'est une lecture extrêmement enrichissante et super pertinente. Et je suis ravie que vous ayez effectivement vu tous ces endroits qui vous parlent à partir de ce que vous regardez et tous ces endroits de résonance. C'est important de se sentir effectivement relié par rapport à ces problématiques qui, je crois, que sont effectivement très communes, même si nos points de départ ne sont pas les mêmes, mais logique critique et puis le positionnement politique aussi, effectivement, et je pense à beaucoup d'ancrage commun. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis enseignante, c'est important pour moi. J'enseigne depuis une quinzaine d'années dans une école d'art et de scénographie à Monaco. Je suis également critique d'art et je mène aussi des projets d'exposition quand les situations et voilà, quand on font sens à ces endroits-là. Et puis, du coup, c'est des pratiques de collaboration. L'enseignement, pour moi, est une relation de transmission. Donc, c'est question que vous ferez, que ce que vous avez relevé avec Hiro, c'est pour moi une réflexion qui est plus large dans ce livre, qui est un livre que j'ai écrit après avoir fait plusieurs essais plus en termes de forme, qui étaient vraiment des essais théoriques. Dans le dernier, d'ailleurs, qui s'appelait On Stage, donc vient vraiment sur ces questions d'espace scénique et d'espace de vie, et comment effectivement la mise en scène de la vie quotidienne participe aussi et rejouer et interroger à partir des œuvres artistiques. Et là, ce livre-là, j'ai voulu penser un peu différemment, comme l'écriture plus collaborative. Et donc là, même si effectivement, on peut avoir le sentiment qu'il y a deux éléments dissociés qui seraient d'abord l'introduction, qui est un essai critique dans une forme un peu plus classique, et puis une pratique de l'entretien. Les entretiens, ce n'est pas du tout des annexes, c'est vraiment pour moi une vraie pratique d'écriture et de réflexion partagée avec des artistes avec qui j'ai pris le temps de la rencontre et avec qui ça s'est produit aussi dans un temps assez long. Par exemple, déjà Elisa Attila, on a fait 3 ou 4 entretiens. Enfin, c'était voilà, un vrai temps, voilà, c'est pas juste une annexe, et c'est important. Ce que vous avez dit, il y a plein d'éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir, hein, on va peut-être essayer de ne pas prendre trop de temps, mais
effectivement, comme vous dites au départ, la référence au dadaïsme et aux expositions dada est tout à fait pertinente, parce que c'est vrai que ce sont des moments justement où on essaye de complètement exploser le cadre d'un rapport qui serait objectivement à l'œuvre d'art, mais aussi de réinjecter un moment, une expérience de vie, une expérience politique dans une expérience artistique, et de basculer vers une autre appréhension même de la notion d'exposition, qui peut-être effectivement pourrait être redéfinie comme une situation, comme vous le dites, je trouve assez justement. En tout cas, c'est vrai que les artistes, moi, je pas de milieu, parce que c'est une terminologie qui est apparue plusieurs fois avec les artistes avec qui j'ai dialogué, comme je vous le disais, qui est apparue aussi dans les titres, parfois des œuvres ou des titres des 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 œuvres ou des expositions je me suis interrogée et intéressée, mais qui en tout cas permet de se dire qu'effectivement, l'œuvre, elle existe comme un environnement, mais elle existe comme un environnement exposé que aussi d'une mise en situation de rencontre avec le spectateur. D'ailleurs, c'est une situation qu'aujourd'hui qui est quand même assez frappante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des expositions, mais on n'a plus des situations, parce qu'on n'a plus de visiteurs pour les voir, les expositions. Donc, en fait, il y a une forme comme ça, de disparition, peut-être, oui, dans ces expositions qui n'existent pas, tant qu'il n'y a pas de relation, en tout cas. Donc, il y a une forme et puis, il y a aussi le terme d'atmosphère et d'ambiance qui est revenu, effectivement, plus peut-être avec des artistes comme Dominique Gonzalez-Foster ou Xavier Veillant, qui ont été enfin, je les nomme aussi eux, parce que c'est une génération d'artistes qui a été très nourrie par le cinéma, par Kissler, par des références aussi à la science-fiction. Donc c'est aussi une question qui est peut-être intéressante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, effectivement, où le rapport à la fiction, en tout cas, est fondamental dans leur manière de penser la question de l'œuvre, et en tout cas de le penser comme une... en tout cas, il y a une forme de non-distanciation entre ce qui serait effectivement le réel et la fiction, ou le spectateur. Enfin, il y a une forme comme ça, une volonté en tout cas de sortir et de repenser la notion du dedans et du dehors, comme vous le disiez, ou comme le disait aussi tout à l'heure Franck Ancel, c'est-à-dire que c'est cette question aussi qui est importante pour moi de revenir à... je reviens dans ce livre aussi aux années 20-30 et à Kissler, ou effectivement au dadaïsme, parce que c'est ce moment aussi où faire exposition, c'est aussi un geste politique, et c'est aussi un geste comme ça de prise de position par rapport à cette construction capitaliste aussi, du rapport à l'œuvre et du rapport à l'expérience artistique, qui est en train de tout reformuler, et en même temps d'aseptiser aussi le rapport justement à l'exposition qui se met en place dans ces années-là. Donc c'est une forme de résistance contre ces formes de séparation entre l'expérience et l'œuvre, hein, et de repenser les choses comme non dissociables. Donc là oui, c'est très belle, cette idée de faire une exposition, de penser l'exposition comme une permaculture. Je trouve que c'est une belle idée. Même s'il n'y a pas même s'il y a pas des organismes vivants, c'est pas la question finalement. D'ailleurs, je disais Attila, mais pas des mouches. Mais la représentation, la manière dont elle parvient à créer des œuvres qui sont finalement complètement traversées et habitées, c'est ça que je trouve intéressant, cette critique, ce questionnement critique du rapport au non-vivant, entre vivant et non-vivant, et à ces états de non-séparation, peut se mettre en place aussi à l'endroit de la représentation. Et c'est ce que je trouve aussi important, c'est-à-dire que oui, relier l'art et la vie, parce que c'est nos expériences en fait. On est voilà, de corps face à des images, dans des situations. Mais en même temps, moi, je crois encore au pouvoir de l'exposition, et je crois aussi au pouvoir de la représentation et au pouvoir de l'art, aussi dans un musée, et pas uniquement... voilà, je crois pas qu'il faille forcément faire le deuil de ces espaces-là, parce qu'ils seraient des espaces non, trop... Voilà. Je pense ils peuvent se jouer à l'intérieur de ces endroits-là. On peut les revisiter et se les réapproprier pour en faire des espaces habités. Donc c'est aussi un plaidoyer pour l'exposition que je fais là, à mon sens, avec ce livre.
Et je ne sais pas si vous voulez qu'on prolonge ou enfin, après, il y a plein de quoi revenir, mais l'espace scénique, je trouve aussi que c'est, oui, la relation de l'espace. Bon, après, c'est vrai que le livre précédent, je parlais de cette idée de l'exposition de plateau. Hein, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue, un basculement à un moment donné où l'exposition, on a cette idée de pas, voilà, d'investir l'exposition comme un endroit où on puisse se sentir activé en tant que spectateur. Et là, ça revient aussi pour moi beaucoup à cette question de Kissler, c'est-à-dire que c'est des logiques d'émancipation aussi du spectateur en termes juste d'expérience de la vision qui nous met dans une situation de ensuite nous réapproprier des outils critiques qui sont aussi ceux qui nous sont utiles et importants dans notre vie quotidienne. Donc c'est une forme de qui est une manière aussi optimiste pour moi d'aborder la question du rapport entre l'art et la vie. Moi, c'est là-dessus que j'ai aussi beaucoup trouvé de lien avec votre livre, c'est-à-dire aussi d'aborder de cette situation d'effondrement avec une logique de reconstruction et des constructions critiques qui cherchent comme ça, plutôt que de se concentrer sur tout ce qui s'effondre, plutôt sur ces endroits qui nous donnent des forces pour, au contraire, après réaborder avec plus d'outils critiques et d'outils de pensée, simplement, du monde dans lequel on se situe aujourd'hui et de donner aussi sorte d'une exposition qui me traverse et qui me stimule et qui voilà, ça je me sens portée par tout ça. Et c'est ce que j'essaie de transmettre ensuite quand j'enseigne. Ces expériences qui sont des expériences voilà, de construction. Et j'ai chaud, moi, je transpire de comme l'eau. ça, enchaîner sur votre Oui, livre. allez-y, sur la vision que vous avez de mon pensum de 600 pages. Oui, et puis, c'est vrai qu'on a, comme vous disiez, sur micro parce qu'on a un retour derrière, Mathilde. Personnes. On a un retour de son de quelqu'un avec du bruit derrière. Donc, je vais juste privilégier votre micro avec celui d'Ariel. On avait évoqué de faire comme ça une première partie, une deuxième partie, mais s'il y a une dynamique d'échange, allons-y, Ariel. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant Mathilde puisse dire comment elle interprète en quelque sorte mon pensum, et puis après on verra les rebonds de Yann et de Fabien. Voilà. Parfait. Donc Mathilde. Oui, moi ce qui alors la sensation, comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a Donna Haraway qui a un point commun, c'est-à-dire cette idée de penser ensemble ces endroits-là qui sont des outils. Moi, ce qui m'a marqué, cette importance que vous donnez à cette question aussi de la contre-scénarisation, hein, quand vous citez Citon, se dire que voilà, on va essayer de s'accorder du temps et se renforcer en partant de ce qui nous nourrit dans ces récits d'anticipation. Ça m'a beaucoup parlé. La question du récit aussi, sur lesquels je me suis dit, ça sera peut-être... Bon, c'est une grande exposition. C'est un espace de récit. C'est beaucoup les artistes avec qui je me suis entretenue, ils reviennent souvent. C'est logique de réinvention, en tout cas, de la question du récit. Comme Paul Ricoeur pouvait le faire, effectivement, pouvait l'aborder philosophiquement, quand vous le citez aussi, c'est-à-dire cette idée qu'on va essayer de multiplier les récits du monde et les récits du monde possible et les récits de soi pour justement, finalement, contrarier ce processus de normalisation et d'unification qui est quelque chose qui vient asservir les pensées et puis nous assécher par rapport à ce monde dans lequel on se situe aujourd'hui. Et c'est ce que vous faites en fait dans les imaginaires du futur. C'est ça qui est magnifique, c'est que vous déployez comme ça moi quand je l'ai traversé, en fait j'avais envie de re-regarder plein de films, de relire plein de choses. Enfin il y a une sorte de ce que je trouve déjà extrêmement réjouissant, c'est qu'il y a une sorte comme ça
vous parvenez comme ça à redéployer tout un champ historique aussi de ces imaginaires du futur et de les relier aussi à des récits très historiques aussi de la manière dont se sont construits ces technologies de l'intelligence artificielle, ça, Silicon Valley. Enfin, moi, j'ai appris énormément de choses que je connaissais bien, donc du coup, je me suis beaucoup amusée aussi avec toutes vos petits. C'est aussi assez beaucoup d'humour dans ce que vous écrivez et beaucoup et c'est très. On sent aussi que ça permet comme ça de saisir effectivement beaucoup d'absurdité de ce qui se produit aujourd'hui dans notre rapport aux technologies et en même temps ce volet critique des parties jamais d'une manière, une volonté quand même de nous amener à surtout regarder ce qui peut aujourd'hui nous donner des forces, comme je disais, pour affronter ces récits de l'effondrement, ces récits de la fin du monde, ces récits qui sont extrêmement aussi toxiques à plein d'endroits. Donc voilà, après, c'est vrai que peut-être que et puis, on parlait. Moi, ce qui me semble aussi important, c'est cette question, par la question de la capacité. Donc moi, ça me rappelait cette formule que j'aime beaucoup de Naraway, cette question de la responsibility, hein, être capable à nouveau de répondre à ce là où on parlait d'analyse, être capable de répondre à ce qui advient, ce qui nous. Donc tous ces récits de science-fiction, c'est à la fois des récits qui viennent comme ça, peut-être nous donner ouais, mais surtout une méthodologie et des positionnements, en tout cas qui nous donnent des forces, quoi, pour voilà, je suis en train de voilà, c'est pas quoi dire de plus, mais c'est une sorte de. Pour moi, c'est pas non plus un environnement qui m'est très qui m'est très proche. Donc du coup, je me suis replongée. Je pense que peut-être que vous connaissiez sans doute mieux les. Je suis genre de positionnement idéologique et de philosophie critique et de rapport à la force dont ces récits nous permettent comme ça de nous aider à envisager un rapport plus optimiste au monde et donc une écologie de la pensée, ça c'est sûr, et un positionnement. Mais voilà, je pense que je vais rebondir là-dessus. Super. Yann, peut-être, est-ce que tu veux rebondir? Après Fabien, peut-être tu me dis, Franck, si tu es. Moi, je fais le pari de n'intervenir que silencieusement. Je suggère que toutes les personnes qui voudront intervenir interviendront. On est capable de lire et on est capable de s'écouter. C'est là le but un petit peu de la rencontre. Donc déjà, merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu, qui est effectivement qui est loin d'être facile parce que vos univers, en apparence, sont éloignés. Mais bon, je ne vais pas rentrer, moi, dans le grand auditeur. Je vais juste me concentrer. Comme, voilà, par exemple, tout de suite, Mathilde Roman, vous faites une référence à Duchamp et Debord. Ariel Kirou, vous avez convoqué les situationnistes. Enfin, pourquoi rester dans les années 20? Pourquoi pas se rapprocher jusqu'à les années 60 aussi sur ces liens entre l'art et la vie, l'intérieur, le dehors? Mais ça, c'est pas mon rôle. Yann Thomas ou Fabien Zoucco, le premier Voilà, oui. parole. D'ailleurs, pour la petite histoire, Oui. par exemple, Yann, je finis mon livre dans la conclusion par une charade de 7 images absolues. Et l'une des images absolues de cette charade, il y a Les Furtives de Alain Damasio, il y a le web qui est le cochon télépathe de Philippe Cadic, que je vous conseille vivement. Il a une chair délicieuse et c'est un grand philosophe. Il y a les meubles habités vampiresques de Catherine Dufour. Il y a le calvacadeur à 7 pattes de Mars de Mobius. Et il y a les sculptures de CO2 de Yann. Alors Yann, à toi à vous la parole, cher président de Ouest Lumière, qui gagne à être connu. Et je pense que le président peut être l'intervenant suivant, c'est évident, Ariel. Voilà, oui. Et après, Fabien prendra la parole. Yann, vous présentez comme vous le souhaitez également. Tout le monde ne vous connaît pas, même si vous êtes connu dans toute la galaxie par les titres et les honneurs que vous souhaiterez. Voilà. Mais en tout cas, merci également d'avoir accepté de jouer le jeu. Voilà. Dans cette ouverture. Voilà. Merci Franck Ancel, merci Ariel pour cette introduction et ce qui me permet évidemment de rebondir de façon totalement fictionnelle et imaginative. Je salue Mathilde Roman que je connais puisqu'on participe à des programmes communs
dans le cadre académique et dans le cadre d'un partenariat avec son école d'art. Et Fabien Zocco, dont j'apprécie beaucoup le travail, et notamment robotique et cette poétique de la robotique qui me touche beaucoup. Oui, alors donc, plusieurs réactions. Bon, avant de revenir à Bernard Stiegler, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que fait Ariel, c'est que il rend hommage d'ailleurs à Bernard Stiegler à la fin, puisque Bernard nous a quittés en août, et il rappelle que il n'y a pas de bifurcation sans des choix. Et la question de la bifurcation, la question en tout cas de l'émancipation de la pensée, des traversées qui nous construisent, ne peut se faire sans une certaine conscience, en tout cas un regard novateur, peut-être en permanence, renouvelé de notre propre expérience vis-à-vis de ce que peut être l'art, par exemple, mais aussi de ce qu'est la vie. Moi, pour parler très rapidement, puisque finalement, alors j'ai lu largement le livre d'Ariel, je dirais quelques mots simplement sur Mathilde avant d'évoquer celui d'Ariel. J'aimerais dire que ce qui m'a intéressé dans le livre de Mathilde, c'est l'idée d'élargissement de l'espace de l'exposition, et également la question des correspondances entre les œuvres et les espaces, et notamment lorsqu'elle évoque Herbert Bayer sur ces processus et ces protocoles de schéma de vision élargie qui finalement permettent d'installer une rythmique différente dans les espaces et donc structurer les imaginaires des spectateurs sans les obliger. Et donc, pour revenir maintenant à la façon dont je ressens le livre d'Ariel Keriou, moi je trouve vraiment, je trouve que c'est un livre qui m'a inspiré, mais qui inspire finalement tous les gens qui l'ont croisé. J'apprécie énormément la notion d'imaginaire au contact du futur. Ça me remet évidemment à l'esprit non seulement la façon dont finalement Rancière envisage le partage du sensible, c'est-à-dire la façon dont aussi il est question d'émancipation et que les formes d'inclusion ou d'exclusion qui définissent finalement la relation, eh bien, à travers les imaginaires, arrivent à mettre en place une forme de recherche de vie commune dans un espace non configuré et à même d'ouvrir l'expérience sensible. Et cette expérience sensible à la vie que je retrouve moi à travers la pratique de l'art, eh bien, je la ressens évidemment parce que séparation en permanence entre des actes contraignants et des actes qui finalement vont m'élever en tant qu'individu. Et donc, pour moi, là je rejoins vraiment la philosophie d'Édouard Glissant, penser la pensée, ça revient le plus souvent à se retirer dans un lieu où la dimension et l'idée seule de la pensée s'obstinent. Et c'est cette pensée de l'espace qui est réellement une pensée inscrite dans le monde que nous vivons, voire même les mondes, puisque finalement chacun vit son monde. Eh bien, c'est à travers ces formes d'imaginaire que nous construisons, que nous co-construisons, à l'image des certaines installations qui sont détaillées par Mathilde dans son livre, et bien que finalement on arrive à non pas cristalliser les moments, mais les ouvrir. Et donc se tenir à l'écart du chaos finalement de la relation. Hein, évidemment, bon, je ne ferai pas référence à tout ce qui m'insupporte, ce que m'insupporte dans l'art contemporain, que finalement on se retrouve dans l'art contemporain en permanence en face d'une forme de simulacre de relations, en fait, où même les personnes qui vivent l'art eh bien, sont obligés de suivre des formules consacrées ou déjà parfaites qui, finalement, je pense, les obligent et donc les restreignent. Et donc, je pense que l'art, aujourd'hui, a une forme de capacité à s'émanciper, finalement, du milieu de l'art lui-même et donc d'atteindre ce que Georges Huberman nomme le concept d'illimitation. C'est-à-dire que
il y a l'idée que l'énergie artistique, et c'est un peu aussi ce que je retrouve dans le travail d'Ariel, l'énergie artistique met en mouvement finalement autre chose que l'espace d'exposition, mais plutôt des flux réflexifs, des flux réflexifs qui activent dans le réel des forces en nous qui sont au-delà même de notre propre devenir, eh bien, une forme de capacité de transformation qui considèrent l'énergie artistique comme dans leur mode de propagation le plus absolu, c'est-à-dire donc qu'une œuvre aurait la faculté de dégager autre chose que sa propre forme, et donc une capacité à initier la dématérialisation d'un double, c'est-à-dire donc la disparition momentanée et simultanée d'elle-même au profit de quelque chose d'informe, en complète redéfinition et en complète reconfiguration. Et donc, c'est cette idée-là que je retrouve moi, dans le travail d'Ariel, c'est-à-dire que c'est un message, non seulement c'est un message d'espoir, parce que finalement, il y a autre chose dans l'art que uniquement la forme, ou l'exposition, ou même l'art contemporain, et tous ces gens ennuyeux qui finalement s'auto-annulent. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui finalement me transcende, m'apporte une forme d'élévation, et donc m'amène à considérer les gens de l'art contemporain, les gens du monde de l'économie, les gens du monde des mathématiques, les juristes, toutes sortes finalement de personnalités, comme mon prochain, et donc des personnes avec qui je peux échanger, avec qui je peux co-construire, avec qui également je peux considérer que l'énergie artistique a non seulement voix au chapitre, mais aussi a une capacité conceptuelle à mobiliser les différences. Et donc, c'est cette idée d'inclusion qui me semble vraiment fondamentale, présente évidemment dans la philosophie d'Édouard Glissant, présente dans énormément finalement d'événements que nous vivons en permanence, et donc aussi ces événements qui peuvent être anodins. Et ça, je le trouve aussi dans toutes les références fictionnelles et dans toute la littérature que Ariel nous transmet. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, j'aime bien cette idée de permaculture qui répondrait à l'imbécilité artistique, c'est-à-dire qu'il y a l'idée vraiment de co-construire des espaces intermédiaires, des espaces d'un nouveau type, qui seraient peut-être finalement les vrais espaces du réel. C'est-à-dire que cette réalité qui serait en capacité d'être modifiée, voire même de nous élever, donc de nous faire passer de GAFA X.0 à Gaïa 4.0 ou 10.0, c'est-à-dire ça serait en tout cas quelque chose d'autre que les certitudes qui nous inondent en permanence. Et donc l'énergie de la matière telle qu'elle serait envisagée, en tout cas, m'amène à penser donc des points de jonction. Livre, en tout cas, me permettre d'atteindre. J'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, ce livre est un point de jonction pour moi. Et d'ailleurs, l'éditeur, ou en tout cas avec Ariel, ne se sont pas trompés. Ils ont choisi comme couverture ces espèces de connexions qui finalement me font penser non seulement à des nodules ou à des monades Leibniziennes, ou bien aussi peut-être à tout simplement des molécules qui seraient en mouvement. Donc, c'est cette condition de possibilité, en tout cas, que je trouve dans ce livre, que je retrouve également chez Philippe Cadic ou dans d'autres auteurs de science-fiction. Mais ces auteurs de science-fiction sont ancrés dans le monde de la science-fiction. Ce qui m'intéresse en fait chez Ariel Kiriou, c'est que Ariel, toi, tu touches le monde du social aussi, tu touches le monde tu es un point de jonction. Et ton livre, à l'image de irrigue et anime en tout cas mon être en tant qu'artiste. Il crée des zones de sensibilité immatérielles, hein, pour reprendre la référence d'Yves Klein. Et je crois que c'est très important, je pense, dans le monde de l'art d'aujourd'hui, d'aller et venir entre les deux livres qui sont aujourd'hui, en tout cas, à questionner. D'une part, il y a évidemment une forme
réceptivité de la part de Mathilde, qui est une réceptivité en lien avec l'analyse des œuvres et la rencontre des artistes, avec qui elle a pu approfondir, comme elle le dit. Je crois que c'est fondamental. Il faut rencontrer les artistes, profiter d'ailleurs de les rencontrer pour peut-être approfondir aussi des relations. Et c'est vrai que dans des écoles d'art ou dans des milieux artistiques, on les rencontre plus facilement. Mais il faut aussi, je pense, aller dans le sens de ce que Ariel développe, c'est-à-dire donc penser autrement l'écologie, par exemple. Ça, je trouve que c'est très intéressant d'arrêter ces oppositions qui sont stériles, qui sont celles entre technologie et finalement refus de la technologie pour finalement passer à un monde qui ferait abstraction de cette idée de progrès. D'ailleurs, le mot de progrès n'est pas précisé, mais j'aime assez quand même l'idée que tu reviennes à des utopies que l'on retrouvait finalement dans les années 80 ou 70, c'est-à-dire des utopies qui finalement nous permettaient d'imaginer ce qu'on appelle les mondes possibles, et donc d'imaginer l'idée de l'an 2000. Et donc aujourd'hui, alors qu'on a dépassé l'an 2000, on n'a plus cette capacité de se projeter. Et je crois que l'art, justement, est une clé pour cela. J'aurais peut-être une référence, mais qui doit être, dont nous devons partager ensemble avec Ariel, c'est celle de Pierre Bayard, qui est quand même un écrivain, je trouve, assez formidable, parce que finalement, il part dans Demain est écrit ou dans le plagiat par anticipation, il imagine comment finalement, à travers l'anticipation de certains événements, prédire son propre avenir. Et donc, il estime que certains écrivains ou certains artistes, finalement, en nommant des possibilités, des conditions de possibilité ou des possibilités d'événements ou de futur, finalement les anticipent, voire même les rendre réels. Et donc, n'oublions pas ça. C'est très intéressant de voir la façon dont cette forme de propagation existe aujourd'hui et depuis toujours d'ailleurs, entre ce que certains artistes et certaines personnalités ont pu déclarer à un moment donné et la façon dont les événements ont corroboré finalement leurs déclarations ou leurs intuitions. Et donc, je trouve très important, en tout cas, de créer ces jonctions. Et donc, merci aussi de me donner la parole pour le dire. Merci à Ariel et à Mathilde. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée à propos de la question de l'intuition. Ça m'intéresse beaucoup. Justement, est-ce que Mathilde ou Ariel veut enchaîner sur cette intuition de Yann? Bon, je crois que en tout cas, Yann a dit très bien, raconté avec sa verve, au fond, cette énergie artistique qu'on est beaucoup à retrouver et qui par le biais de la fiction, peut nous permettre effectivement je crois, potentiellement de construire des mondes alternatifs dès lors qu'on a conscience que ces mondes-là, ces futurs sont pluriels par essence, et dès lors qu'on retrouve le goût du temps, en fait, c'est-à-dire qu'on ne croit pas que tout va arriver en ouvrant la bouche, que le bonheur est pour demain. Non, non, une bifurcation, il parlait de Bernard Stiegler, en fait, donc en introduction, Yann, ce que nous apprend entre autres Bernard Stiegler, c'est que nous devons bifurquer, on doit réaliser nos rêves parce qu'on n'a pas le choix, en fait, dans la situation où on est, et ça peut prendre très longtemps. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire, c'est-à-dire de construire des fictions dont on ne verra pas l'issue demain dans le monde réel, mais c'est important de semer ces graines. Voilà. Et je pense que les artistes dont parle Mathilde Roman, lorsqu'ils réussissent leurs œuvres, certaines œuvres de fiction, celle d'Alain Damasio par exemple, Les Furtifs, et beaucoup d'autres, au fond finalement, sèment des graines d'une autre façon de concevoir et de vivre le monde. Et plus on aura de ces graines multiples, plurielles, plus elles se coaguleront ensemble, parfois avec de la technologie, avec des artistes comme Fabien ou autres, et je pense mieux ce sera pour les générations futures, quoi, tout simplement. Voilà. Et pour nous, ce sera plus plaisant.
Dans ce rapport au temps, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement, quand on vous lit, on s'aperçoit à quel point cette logique d'accélération dont parle aussi beaucoup Stigler et qui nous amènerait à être dans une capacité à vivre des changements d'époque parce que tout va trop vite et que du coup, on n'a pas le temps de réagir. En même temps, c'est un temps qui est quand même un temps de recyclage et réappropriation permanent, parce que comme vous le montrez très bien, le Silicon Valley qui vient finalement repuiser dans la science-fiction et que les choses finalement sont pas si. Enfin, la question de la nouveauté et de l'accélération dont on nous rabat les oreilles n'est pas véritablement peut-être aussi efficiente que. Voilà. Ces logiques d'accélération ne sont pas si. Du reste, tu Stigler, Mathilde. Je sais que Virilio, je sais pas, en vous lisant, finalement, on a plutôt le sentiment d'un étirement et voilà, de peu de réinvention, en fait, à part. Donc, finalement, la résistance à ces endroits-là est peut-être plus facile à trouver que ce qu'on pourrait imaginer, qu'on prenne le départ. Oui, tout à fait. C'est une bonne liaison par rapport aux univers de Fabien, hein, que vous connaissez peut-être pas tous. Fabien va se présenter son travail. C'est vrai que Franck, tu as introduit avec Roure la pièce de Karel Capek, hein, de 1921 en tout cas pour le texte, et de 1920 pour la pièce. En fait, 1921, c'est ça. Alors, moi, je l'ai vérifié parce que j'ai regardé tout à l'heure, mais on va voir 1921. un peu les historiens, mais je trouvais ça très drôle que ce soit le centenaire. Oui, c'est le centenaire. Mais c'est le centenaire, tu as raison. 1920, voilà. Et effectivement, la mise en scène de Kistler, c'est 23. Mais je ne vais pas en dire plus, mais il y a un lien avec Fabien Zucco, parce que Fabien Zucco va nous dire où il a été formé, parce que s'il y a bien. On a parlé de transmission également, et c'est intéressant la question de la transmission, parce que Yann, vous êtes également enseignant, et on pourrait remonter dans ces utopies des années 20-30 que vous mettez en avant, Mathilde, dans votre ouvrage, pour dire qu'effectivement, il y a des pratiques qui sont pas nouvelles et qui ont des sources, qui ont des influences, qui rentrent en dialogue. Donc là, la temporalité du temps, elle est aussi dialogue dans l'espace, il y a dialogue dans le temps, et de quelle manière la mémoire, elle est active, et elle n'est pas simplement une donnée, je dirais, coupée de l'énergie de la vie, et de quelle manière ces graines, elles peuvent permettre de trouver de nouvelles plantes. Donc c'est la question du remix, par exemple, si je puis dire. Mais sur Fabien, qui a été formé, ou pas que formé, mais qui est passé par le Frénois. Voilà encore un lieu qui, à un moment donné, s'était posé les questions. Moi, je me souviens, Yann Thomas a peut-être en tête une pleine page dans Libération au milieu des années 80, avant que le Frénois existe, pour un Bauhaus électronique. Vous voyez, Mathilde, donc quand vous parlez du Bauhaus comme lieu de décloisonnement, dans les années 80, on avait ça. Donc, moi, j'aurais peut-être une question qui pour plus tard, mais donc je la mets de côté. Je n'ai pas dit grand-chose, si ce n'est qu'accompagner Ariel pour donner la parole à Fabien Zucco, pour le remercier d'être une des grandes oreilles. Et puis, par contre, si je vais être un peu moins délicat avec Fabien, j'aimerais savoir s'il y a un artiste, ou s'il peut glisser dans sa lecture, pour une fois je vais faire une demande, s'il y a un artiste en particulier qu'il a le plus aimé ou qu'il aimait particulièrement dans le livre de Mathilde. Parce que j'aime bien entendre les artistes parler des autres artistes. Moi, j'ai déjà une réponse aussi pour moi. Voilà. Alors oui, Voilà. oui, effectivement, ça tombe bien parce que je voulais rebondir sur un artiste dont on a déjà parlé, hein, et Pierre Wig, notamment autour de la notion d'Umwelt, mais bon, je reviendrai là-dessus. Donc effectivement, ça répond à ta question, Franck, d'un artiste en tout cas dont j'aurais envie de parler, qui est un artiste que j'apprécie particulièrement par ailleurs, et qui fait partie donc des artistes cités par Mathilde. Je suis Fabien Zucco, je suis artiste. Comme Franck l'indiquait, en fait, moi j'ai une formation un peu étrange, on va dire, parce que j'ai commencé par faire un cours d'histoire jusqu'en licence. Après, j'ai fait les Beaux-Arts, une école supérieure d'art à Poitiers, puis donc après le Frénois, d'où je suis diplômé depuis 6 ans maintenant. Et en fait, au fil de cette formation, donc, j'ai commencé à travailler principalement autour du texte, en fait, autour de formes d'expression qui font intervenir la langue écrite ou parlée, et qui, en fait, voient donc des processus en général qui font intervenir la technologie, donc mettre en place des sortes de situations d'énonciation, mais qui s'incarnent dans des installations. Et en fait, petit à petit, donc, cette démarche m'a fait glisser vers des formes plus culturelles, en fait, qui font intervenir des objets robotiques.
mais toujours dans une perspective en fait liée au langage. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, au-delà de ce travail autour de la langue et du texte qui reste très présent dans mon travail, c'est comment finalement des objets en mouvement, des objets qu'on dote de comportements qui peuvent évoquer l'animal, l'humain, enfin, le mouvant, deviennent aussi des formes qui émettent des signes et qui du coup créent des situations de sens. Et en fait, c'est un peu pour moi ce dont je voudrais partir pour évoquer ce qui, à mon sens, fait lien entre les deux livres dont il est question ce soir. Évidemment, je connais bien tout ce dont il est question dans le livre d'Ariel, parce qu'on a par ailleurs pas mal échangé à ce propos, Ariel et moi, on se connaît bien, notamment autour de ces questions d'intelligence artificielle et de science-fiction, parce que voilà, moi j'utilise l'intelligence artificielle dans plusieurs de mes projets, principalement donc pour générer du texte, générer du logos, qui soit écrit ou interprété par des acteurs, par exemple. Enfin, j'ai fait un film avec un autre ancien du framework, qui s'appelle Gwendal Sartre, qui voit des acteurs marionnettisés par une intelligence artificielle, par exemple, qui génère les dialogues d'un film pendant le tournage. Donc voilà, il y a tout un environnement, un background dans mon travail qui s'enracine dans ce dont parle Ariel, principalement dans son livre. Mais la question en tant qu'artiste qui me taraude, si je puis dire, au fur et à mesure du développement des projets, c'est comment, à partir de ce type de processus un peu particulier, voilà, soit de la génération de texte par des machines, soit de la génération de mouvements qui font signe par des machines, comment créer des espaces, en fait, comment mettre en scène ce type de processus, comment donc installer ou faire vivre dans un espace, et donc créer un espace de rencontre avec le public. Voilà, pour moi, c'est évidemment une question en tant qu'artiste qui est centrale et qui à chaque fois en fait se rejoue dans l'élaboration de mes différents projets, parce que bien évidemment, il ne va pas de soi de mettre à disposition du public, de créer des espaces de sens en présentant des machines parlantes ou des machines en mouvement, des robots qui du coup prennent une dimension sculpturale. Et c'est là où justement, ça m'a beaucoup intéressé de croiser à la fois donc ce qui est développé dans le livre d'Ariel un peu comme point de départ, mais de filer ça d'une certaine manière, de croiser, de trouver une sorte de multifocale comme ça avec ce qui est développé dans le livre de Mathilde. Et du coup, il y a plusieurs choses comme ça que j'ai eu envie d'extraire pour en parler brièvement ce soir. Déjà, c'est ce point de départ qui est la situation de McLuhan, en fait, hein, dans le livre de Mathilde, qui est Marshall McLuhan, célèbre auteur canadien et penseur des médias, qui justement voilà, à travers donc cette fameuse phrase le medium is a message, quoi, voilà, à travers ce mot de médium et même de la polysémie, hein, qu'on peut mettre derrière ce mot, voilà, penser le médium à la fois comme le média, l'intermédiaire technologique, mais aussi le médium au sens plus spirit du terme, donc une sorte de chaman presque, qui fait une sorte d'interférence ou d'intercession entre différents esprits. Et je trouvais ça intéressant comme point de départ, parce que justement, c'est quelque chose qui me semble important aujourd'hui, ça rejoint un peu ce que disait Yann tout à l'heure, c'est comment finalement une situation d'exposition ou même une proposition artistique devient un lieu intermédiaire, en fait, devient vraiment un vecteur, d'une certaine manière, entre une intention, une forme et une réception, une situation spectatorielle. Et effectivement, moi, c'est vraiment des questions qui me semblent primordiales et complexes et cruciales au jour d'aujourd'hui, parce que effectivement, les formes qu'on peut retrouver, qu'on peut convoquer dans une exposition, mutent finalement au même titre que l'espace social ou l'espace technique est en train de muter. Et je trouve intéressant, effectivement, d'essayer de trouver des modalités
de renouveler le sens finalement et les relations qu'on peut mettre en place dans faisant de l'art, en fait, hein, en proposant justement à un public des objets au sens large du terme, qui sont là pour faire lien finalement entre une expérience et une intention. Et du coup, je trouvais aussi, donc je reviens à ce que tu suggérais, enfin à la question que tu me posais, Franck, c'est pour ça que j'avais aussi envie de rebondir sur cette notion d'Umwelt, donc, qui est le titre d'une série d'œuvres plutôt de Pierre Huyghe. C'est des œuvres en tout cas assez protéiformes qu'il propose. Et qui aussi donc fait référence à un concept, là encore, qui date des années 20, si je me trompe, ou 30, qui est donc ce concept d'Umwelt, qui à l'origine a été forgé par un biologiste qui s'appelle Jacob von Uexküll, un biologiste allemand, qui travaillait sur l'éthique, en fait, l'éthique, les animaux, les insectes, et qui, en observant une tique donc, postée en haut d'une tige, attendre qu'un animal à sang chaud passe pour se précipiter dessus, Jacob von Uexküll a eu l'intuition du fait que chaque espèce, finalement, avait un monde propre, qui était le monde que lui créaient ses sens. Donc la tique, par exemple, a comme sens, comme appareil sensoriel, de manière privilégiée, la capacité de capter la présence des animaux à sang chaud. C'est ça qui fait que la tique va se précipiter sur un animal qui passe. Et donc, à partir de ces observations, presque un peu éthologiques, d'une certaine manière, von Uexküll on est arrivé à considérer que, voilà, que chaque espèce vivait dans un univers imaginaire qui était construit, en fait, qui était construit par notre appareil sensoriel. Et on pourrait rajouter à ça, bien évidemment, notre appareil sensible, intellectuel et symbolique, hein, qui pourrait constituer un peu le Umwelt humain. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de partir de ce concept-là, qu'on retrouve chez Deleuze, notamment. Hein, Deleuze et Guattari s'en sont emparés pour Mille plateaux. Et je trouve que c'est un outil critique assez intéressant, un outil de réflexion assez riche, justement, pour essayer d'essayer de fabriquer des sortes de mondes partagés un peu entre un objet artistique, l'expérience telle que l'artiste veut la transmettre, et qu'est-ce que le public finalement peut se fabriquer un peu comme expérience au sein de cet espace d'exposition. Et finalement, ça me renvoie pour moi aussi à quelque chose que développe abondamment Ariel, qui est donc cette notion dont on a déjà parlé ce soir, qui est cette notion de récit, en fait, parce que finalement, on voit de plus en plus vraiment cette idée que, voilà, que l'espace d'exposition, que l'espace de l'œuvre est un espace de fiction, en fait, et pas uniquement un espace de perception plastique. Il y a une forme de narrativité, en fait, sous-jacente à la présentation d'un objet dans une exposition. Et finalement, je trouve qu'il y a là aussi des pistes intéressantes, moi en tant qu'artiste, et aussi dans ce que ça peut suggérer dans comment tisser comme ça, comment faire lien. Alors, il y a un peu cette idée de médium, au sens plurivoque du terme, quoi. Comment tisser comme ça une sorte d'entrelacement, de nœuds, de réseaux de sens, en fait, autour de toutes les expériences qu'on peut imaginer, des expériences artistiques qu'on puisse imaginer. Donc voilà, j'essaye un peu de serpenter comme ça entre ce que m'évoquent ces deux livres. Une autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est, ça a déjà été évoqué par ailleurs, hein, c'est cette notion le lien qu'on peut trouver dans son livre avec la pensée d'Yves Citon. Donc, finalement, il y a un peu un point de départ commun, je pense notamment à la mythocratie, hein, d'Yves Citon, qui se propose de réfléchir à un renouvellement des imaginaires, en fait. Citon, dans ce livre, part d'une réflexion qui est que la pensée de gauche, par exemple, a perdu, en fait, sur les dernières décennies, une sorte de bataille idéologique, une bataille de l'imaginaire face à la pensée de droite, hein, j'ai baptisé un peu
à la serpe les choses, ou que finalement, voilà, avec des gens comme Hayek, la pensée néolibérale a un peu phagocyté voilà, l'espace de l'imaginaire en fait dans le champ politique sur les décennies qui se sont écoulées. Donc, Yves Citon essaye de proposer un renouvellement des imaginaires de façon à proposer des alternatives, parce que justement, la pensée de droite a notamment imposé cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, hein, le fameux TINA, there is no alternative, qui est un peu voilà, le leitmotiv de la pensée néolibérale. Et justement, j'étais pour ma part assez sensible au fait que Ariel cherche à renouveler des possibilités d'imaginaire, en fait, des pistes qui pourraient permettre des variations, des variantes finalement à cette sorte de sclérose que je pense qu'on vit tous, on perçoit tous sur un plan politique et symbolique. On revient à Stigler aussi, hein, sur la notion de misère symbolique et de la souffrance que ça peut susciter. Et du coup, voilà, quoi, je voulais aussi mettre en exergue dans ma lecture, en tout cas, que j'ai eue de l'ouvrage d'Ariel et dans ce que je fais de sa démarche profonde, c'est voilà, quoi, c'est cet impératif utopique, finalement, d'une certaine manière, ce qui me permet aussi de faire un clin d'œil au passage, comme tu l'évoquais, Franck, avec ce qui a été un peu les bases du Frénois, effectivement, parce que cette idée d'impératif utopique, notamment avec cette idée d'un Baos électronique, enfin, voilà, quoi, ça faisait partie en tout cas des sortes d'idées de base qu'Alain Fleischer avait impulsées à l'origine de cette institution. Donc voilà, quoi, j'ai essayé un peu une sorte d'exercice d'équilibriste un peu entre mes lectures des deux livres, quoi, en essayant de relier ça avec ce qui, moi, m'anime, en tout cas, dans ma pratique d'artiste. Fabien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde a vu la question d'une de nos artistes présentes, mais qui n'est pas qu'artiste. Christelle Westphal, plutôt que de lire votre question, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et la poser? Je sais que Yann y a déjà répondu sur le chat. Non, pas encore, pas encore. Juste avant qu'elle réponde, juste un point sur ce que dit, sur ce que dit Fabien, pour dire qu'effectivement, je pense que la logique de construction d'un imaginaire alternatif, qu'on pourrait appeler imaginaire de gauche, effectivement un imaginaire émancipateur, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est majeur, voilà, qui est absolument majeur. Et je sais qu'Yann, lui aussi, est au croisé de plusieurs univers. Je pense qu'on a besoin de personnes au croisement de plusieurs univers pour essayer de construire et coaguler un imaginaire qui soit un imaginaire alternatif à cet imaginaire de droite. Alors, ce n'est pas un hasard si Yves Citon est quelqu'un que je vois tous les lundis, voire plus, via Multitude, puisqu'on est membre du comité de rédaction de Multitude. Je pense qu'au croisement d'un certain nombre de travaux artistiques, de penseurs, de gens de science-fiction, de fiction au sens beaucoup plus large aussi, hein, de gens de fiction, de récits. Je collabore aussi à l'Université de la pluralité de Daniel Kaplan autour des imaginaires alternatifs du futur. Il y a également des gens dans le monde de l'écologie. En fait, hein, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui nécessité absolue, et on voit avec cette notion d'ailleurs que j'ai improvisé de permaculture artistique, qu'il y a quelque chose qui potentiellement peut se construire, voilà, hein, et que le lien peut se faire, et qu'on a absolument besoin aujourd'hui d'une construction d'imaginaire alternatif, hein, qu'on pourrait appeler imaginaire de gauche si ce mot n'avait pas été un peu caricaturé, mais qui sont au fond, au sens étymologique du terme, des imaginaires de gauche. Voilà. Oui, alors, si je peux rebondir, je trouve qu'il y a, à travers la réflexion de Fabien, il y a cette dimension politique, hein, qui est très présente dans la façon dont tu amènes justement le récit. Donc, c'est pas directement nommé, mais c'est finalement sous-jacent. Et c'est vrai que les citations d'Yves Citon, par exemple, au sujet de la question du récit, hein, qui finalement pourrait rythmer différemment nos désirs, ou en tout cas pourrait solliciter différemment nos désirs, à travers une forme d'incorporation de ce récit en nous, qui finalement pourrait être partageable, à l'image de certains lieux d'exposition dont Mathilde parle d'ailleurs. Il y a quelque part cette notion, cette relation au politique.
Et donc, les imaginaires réactiveraient d'une certaine manière le sens du politique, et voire même celui qu'on pourrait peut-être réenvisager aussi à l'aune de ce qui a pu être écrit, ou en tout cas pensé, ou voire même vécu à travers les expériences humaines. Mais on n'est pas arrivé à une forme de finitude de nos capacités. Et on n'est pas non plus soumis au diktat des machines. Donc les machines, elles sont aussi à notre écoute. Donc elles sont le reflet de nous-mêmes. Oui, et de nos phénomènes de domination. Si elles ont des désirs, c'est parce que nous allons aussi soumettre notre perte de désir à ces machines. Elles vont finalement prendre le relais de notre incapacité à désirer, alors que finalement, notre désir pourrait peut-être les sublimer différemment. Oui, tout à fait. Je veux bien réagir aussi à ce que dit Fabien Zocco, déjà pour le remercier de ces lectures croisées qui effectivement sont assez précieuses d'un point de vue depuis une pratique d'artiste. C'est toujours passionnant de voir comment les choses sont mises en relation avec d'autres positions et d'autres pratiques. Et aussi d'avoir rappelé Jacob Nexul, qui était effectivement un penseur très important. Et encore une fois, effectivement, on est toujours dans ces mêmes années, ces années 20-30, qui sont quand même, c'est intéressant dans ce séminaire de le rappeler, à quel point, effectivement, ce centenaire, il est très, très important, parce qu'il y a une sorte de terreau idéologique et politique et critique qui est encore extrêmement riche pour continuer à nous accompagner aujourd'hui, mais qui accompagne beaucoup les artistes. Moi, c'est ça que je voulais mettre en avant. Donc, moi, c'est un penseur dont on a beaucoup parlé, Jalisa Attila. Alors, Pierre-Hugues, malheureusement, je n'ai pas réussi à la rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui est du tout la pratique de prendre la parole sur son travail, de manière générale. Mais son œuvre, en tout cas, on parle pas beaucoup par elle-même. Que je trouve que la question de l'agentivité importante aussi, c'est-à-dire effectivement comment, je comprends qu'en tant qu'artiste, se pose cette question de comment donner en fait une place active, en fait, tout simplement à l'ensemble des régimes sensibles qui construisent une œuvre et qui inclut la question du rapport à l'espace, du rapport au temps, du rapport au corps aussi, qui sont en complaisance, même si ce n'est pas de manière participative, mais qui de toute façon sont sensiblement actifs. Et je me dis aussi que c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais qui me semble aussi important ce soir, c'est la question de la logique des émotions. En fait, on parle de sensations, on parle de sensible, mais moi, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup revenu dans les pratiques des entretiens que j'ai menés, parfois avec aussi ce background un peu écoféministe aussi. Voilà. Et du coup, c'est une théorie critique qui permet aussi de rappeler l'importance des émotions comme étant un outil aussi peut-être justement de résistance par rapport à certains régimes capitalistes de rapport à nos rapports, en tout cas aux sensibles. Et je crois que là-dedans, il y a aussi beaucoup de récits que vous rapportez dans vos lectures à Ariel Kirou qui font écho à ces questions-là, en fait, il me semble. Juste si je peux rebondir là-dessus, effectivement, voilà, la question de l'émotion, il se trouve que c'est quelque chose qui est au centre de mon travail en ce moment, parce que je viens de finir une œuvre qui présente l'araignée robot qui est pilotée à distance par mes émotions, en fait. Enfin, en tout cas par une mesure mathématisée de mes émotions, par un bracelet connecté, en fait, qui envoie donc à travers les réseaux des données biométriques qui sont analysées. Enfin, j'ai travaillé avec un laboratoire qui m'a permis donc, de mettre en place un protocole d'analyse de ces données biométriques afin de monitorer, de calculer d'une certaine manière mes émotions afin de faire évoluer à distance les mouvements de ce robot. Et effectivement, moi, le point de départ de cette œuvre, c'était une réflexion autour d'une notion qui s'appelle le quantified self, qui est finalement de mot valise derrière lequel on met aujourd'hui tous les systèmes d'enregistrement en fait, liés aux objets connectés, aux montres, aux smartphones, etc., qui permettent de profiler finalement un peu
à la fois toutes les données, enfin à partir des données qu'on émet au quotidien à travers les réseaux ou ces mêmes objets connectés. Voilà, quoi, il y a toute une sorte d'accaparement, d'arraisonnement, pour prendre un terme plus heideggerien, quoi, de tout ce qui nous constitue, y compris les émotions qui deviennent finalement un élément capitalisable et mathématisable comme un autre, quoi. Et je pense qu'effectivement, ça me semble assez important de repartir de cette notion-là qu'on oublie peut-être un peu facilement, de façon à aussi voilà, peut-être la préserver d'une forme de privatisation, d'accaparement par la technoscience ou technocapital, de façon aussi à pouvoir plus facilement la remettre au centre d'une certaine manière, non seulement d'une expérience esthétique, mais aussi d'une expérience, d'un partage du sensible, hein, d'un espace en tout cas qui nous permettrait d'interagir en tant qu'individu. Tout à fait. Alors maintenant, il nous reste la notion d'invisuel. Donc Christelle, peut-être. Alors Ariel, moi j'ai le privilège que Christelle et moi on communique de manière privée, donc tu ne peux pas le lire, mais vous ne pouvez pas le lire, mais elle ne souhaite pas prendre le micro comme je lui ai proposé, mais je rajouterais juste quand même pour la présenter, c'est que Christelle est artiste et j'ai eu l'occasion de l'inviter dans une soirée dans un lieu institutionnel pour parler de permaculture et création artistique. Voilà. Sur un site où, quand je le présente, je parle de scénographie. Mais je n'en dirai pas plus loin. Mais effectivement, Christelle nous a posé la question de la notion de projection invisuelle. Yann, c'est pour vous, ça. D'abord, qu'est-ce que l'invisuel? C'est important de le rappeler. Hein. Ah bah, alors là, Ariel, mais je crois aussi que là, ouvrons les micros, prenons les paroles. Je crois que c'est de ça dont il s'agit. Oui. On ne voit pas Christelle, mais sa tête de dos est absolument remarquable. Je ne sais pas si c'est des muguets qui poussent de sa chevelure, mais en tout cas, voilà quelque chose qui ne ressemble pas à une plantation. Voilà. Alors moi, je peux en parler puisque je l'ai invité au cours de cette soirée d'il y a 2 ou 3 ans, dont je prépare le 3e rendez-vous le 27 mars, et ça s'inscrira dans ce séminaire puisqu'on est dans la convergence des divergences, agriculture, art et action. Et en fait, la photo de Christelle, je ne sais pas si c'est exactement cette performance-là, mais elle a un travail là, pour le coup, sur la visuelle de performance et de captation photographique à partir d'un rituel. Voilà. Et donc, lorsque je l'ai invitée, elle est intervenue dans une action donc, vivante, convoquant effectivement le vivant et qui peut rappeler aussi certaines pratiques de rituel. Voilà. Fabien a évoqué effectivement l'aspect, parce que en 2 heures, on va balayer énormément de choses. Hein. On passe de l'inconscient à la science, à différentes choses, mais ça prouve bien que, contrairement à ce qu'on pense, vos ouvrages sont vraiment au cœur des enjeux contemporains et qu'au-delà de vos ouvrages, il y a moyen de les hybrider, de les échanger au-delà des librairies, au-delà des lectures individuelles. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que ça, c'est une forme du questionnement qui nous convoque aujourd'hui, quelles que soient les scènes sur lesquelles on évolue. C'est important aussi, quelles que soient les scènes en termes de volume, d'espace, pour que puisse émerger une prise de parole qui n'est peut-être pas une parole qui passe par un langage connu. Donc là, c'est pour ouvrir aussi les notions d'écriture, de fiction. Mathilde, vous avez un entretien avec Dominique Gonzalez Foster que j'aime beaucoup et qui a tout un travail d'amitié, de relation avec Enrique Villamatas, qui travaille aussi la fiction, même sans être dans la science-fiction. Voilà, donc ça amènerait à ouvrir beaucoup de choses. Mais moi, je ne veux pas parler d'une définition de la visuelle. Peut-être qu'Ariel veut en parler. Moi, ce que j'en sais, mais peut-être que je me trompe, vous allez me dire, mais pour moi, l'invisuel, c'est une logique, si je crois Christelle en parlait, en rapport notamment au livre de Mathilde, je pense que c'est, en tout cas l'invisuel dans le monde de l'art contemporain, c'est une logique où on n'aurait plus de curateur et plus de commissaire d'exposition. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi, c'est comme ça que j'entends le terme tel qu'il a été poussé par quelques personnes. Donc, je ne sais pas si toi, Yann, tu le vois différemment ou pas. Moi, je viens de refaire une recherche je viens de faire une recherche très rapide pour être vraiment très précis, très scientifique à l'instant même pour voir quelles étaient les occurrences sur Google.
mais je ne les dévoilerai pas. Yann, c'est quand même, vous êtes Donc l'invisuel. au fait de toutes les actions. En fait, pour moi, l'invisuel, si vous voulez, pour moi, c'est un écho finalement à l'idée de l'invu. L'invu, c'est ce qui est en soi, ce qui nous traverse, ce qui nous parcourt finalement. C'est l'acte de création selon Glissant. L'invu, c'est un concept que Glissant développe dans son Tout Monde, dans son ouvrage de Tout Monde. Et l'invu, donc, c'est cette idée qu'on porte en soi, mais qu'on ne peut transmettre que dans des espaces communs qui finalement vont pouvoir être perceptibles, mais pas seulement, mais persaisissables. Et donc, cette forme d'invisuel, pour moi, ça serait cet invu-là, qui est finalement la création telle qu'elle ne peut pas se donner à voir pleinement. Donc, c'est toutes ces zones intermédiaires qu'on ne peut pas capter, ni toucher, ni palper, et qui finalement vont nous permettre d'être également incorporés dans l'expérience de la visibilité de ce que l'on perçoit, en tout cas. Oui, en tout cas, moi, le mot invisuel, pour moi, il faisait écho à plein de choses, effectivement, à Glissant et à beaucoup d'autres notions. Moi, ce que je dirais, c'est qu'à la limite, l'important, c'est vrai que le mot commissaire d'exposition, moi, rien que le mot commissaire et le mot exposition, déjà, il y a des boutons qui me poussent sur la figure. Donc, mais parce qu'il y a quelque chose d'institué, il y a quelque chose de cadré dès l'amont, quelque part, que j'aime bien dans la notion d'invisuel ou d'invu, c'est qu'elle recrée du trouble. Elle remet de l'incertitude dans l'acte de création. Et je dirais qu'à la limite, au-delà du terme commissaire d'exposition ou curateur, l'important n'est pas forcément de se débarrasser du curateur ou du commissaire d'exposition, mais que celui qui est curateur ou commissaire d'exposition s'extirpe de la notion surplombante et au fond, alors là je parle pour ma paroisse, même si je n'ai pas de religion, mais d'une certaine manière participe de cette utopie terrestre et anarchiste que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une logique où effectivement voilà, la logique surplombante, la logique univoque, qui a été parfois celle du commissaire d'exposition, plus que du curateur, est quelque chose effectivement qui ne recrée pas du trouble, mais qui ne crée qu'un ordre totalement factice. Donc je dirais que l'enjeu majeur, à mon sens, aujourd'hui de l'art, tel que moi je l'apprécie en tout cas, hein, parce que chacun peut avoir sa vision, il est de, effectivement, recréer du visible invisible, recréer des formes qui vont nous étonner, nous troubler, décaler le regard, et si possible, toucher des gens bien au-delà du monde de l'art, ce qui serait formidable en fait. Moi mes grandes frustrations lorsque j'ai lu le bouquin de Mathilde, c'est de me dire qu'il y a tellement peu de gens qui rentrent dans ces logiques-là et qui vont dans les lieux d'exposition. En fait, comment faire pour que ça diffuse, comme a diffusé le bouquin Les Furtifs d'Alain Damasio, quoi. Je crois qu'il y a un enjeu majeur par rapport aux imaginaires aussi, les œuvres de Fabien, celles de Yann. Il y a quelque chose aussi quand même, il faut qu'on arrive, en gardant une cohérence, à nous décadrer. Et la logique du commissaire d'exposition, dans sa logique de commissaire, hein, univoque, centré, surplombant, et ce qui nuit, à mon sens, à cette ouverture, à cette explosion et cette coagulation des imaginaires alternatifs. Il me semble que certains mots, d'ailleurs, que Mathilde développe dans son roman, dans son essai en tout cas, n'auraient pas pu exister si elle n'avait pas eu la rencontre des artistes. Et donc, c'est vrai que cet appui vis-à-vis des entretiens est fondamental. Et la rencontre, justement, je pense, avec les œuvres, elle ne se fait pas si finalement on n'accepte pas une forme d'invisuel provenant de l'artiste même. Donc une détermination, en tout cas, une forme de destination et donc également d'un lieu d'où provient ce flux de création. Car en fait, à mon avis, le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, c'est que finalement, derrière cette logique de pseudo-démocratisation de l'art, il y a, je trouve une sorte d'écrasement des conditions de possibilité de la rencontre. Et donc, quelque part, signaler cette rencontre et en faire émerger autre chose qui n'est pas quelque chose d'attendu, c'est peut-être un des enjeux de l'art. Et donc, parce que tout à l'heure, ce que décrivait Fabien à travers peut-être ses dernières créations ou ce qu'il développe avec les robots depuis de nombreuses années, ce que moi-même je fais avec
les rencontres multiples que je développe depuis maintenant 30 ans avec Ouest Lumière. Donc, j'en suis au 373e actionnaire de Ouest Lumière, sachant qu'Ariel est, lui, le pan tout seul. Hein, donc, je te laisse décliner cette haute fonction. C'est le penseur tout solidaire. Voilà. Voilà. Le penseur avec donc, un A, en fait. Hein, parce que je dirais que voilà, c'est rien. C'est le point commun que j'avais dès le début avec Bernard Stiegler. On parlait de penseur, non seulement avec un E, mais avec un A. Voilà. Et justement, voilà, donc c'est cette condition de rencontre, en fait, que je trouve formidable. C'est-à-dire que finalement, je te remercie d'avoir cité les sculptures de CO2 qui sont la matérialisation d'une rencontre, de la rencontre d'Alain Bonneville, donc un spécialiste de l'enfouissement du CO2 en haute mer, et puis de moi-même. Donc, c'est-à-dire cette espèce de rencontre qui va faire émerger une forme que je n'avais pas envisagée et que lui non plus n'avait pas envisagée, et qui va émerger de notre propre rencontre. Et donc, notre rencontre ne se situe pas dans un espace concret, réel, mais il se situe dans l'espace des imaginaires, qui est celui de Ouest Lumière, donc qui est une fiction qui permet ces rencontres un peu parallèles. Et donc voilà, je trouve que c'est très stimulant et que cette façon dont la société a de nous présenter, même l'art d'ailleurs, nous restreint dans la façon dont nous pourrions nous rencontrer et co-créer. Et donc, c'est un grand défi pour l'humanité, je trouve, c'est celui de s'affranchir en tout cas de ces interdits qu'on nous pose sans nous les poser finalement, puisqu'on nous les conditionne. Hein. C'est vraiment... je vous engage à relire Serge Chakotine, hein, Le viol des foules par la propagande politique, hein, qui a été interdit par Hitler et également par Staline. Je pense que dans ce genre d'ouvrages, qui font près de 600 pages, et complètement, Chakotine a vraiment démantelé ce système d'aliénation dans lequel nous nous situons encore aujourd'hui à travers ces nouvelles idéologies. Donc voilà, vive les imaginaires et vive aussi cette rencontre. Je trouve que ce que nous vivons ce soir est très intéressant, parce que les deux livres, finalement, on pourrait ne rien avoir à se dire, et les auteurs ne pourraient ne rien avoir à se dire, puisqu'ils ne seraient pas forcément sur la même longueur d'onde. Et finalement, on se rend compte, non pas parce que Mathilde va parler Stiegler ou qu'Ariel va parler Stiegler, ou même que d'autres points communs vont émerger, mais on se rend compte qu'il y a une véritable correspondance entre les deux postures, qu'elles ne sont pas incompatibles. Il n'y a pas un genre et un autre genre. On pourrait même aller encore un petit peu plus loin, mais il faudrait beaucoup plus de temps, d'autres circonstances, et ce n'est pas possible en 2 heures, Yann, mais moi je converge dans la même idée, parce qu'en fait ils sont réellement dans la subjectivité contemporaine, pour faire un peu lacanien, où ils sont vraiment questionnants sur notre époque. Et ça, c'est tout l'enjeu en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. De quelle manière effectivement on se confronte avec notre époque et on n'a pas peur d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça ouvre effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la modernité, bien évidemment, mais qui est surtout de l'ordre du présent tel qu'il est convoqué aujourd'hui. Et moi, il y a une formule que je vais glisser comme ça de Paul Hyry, qui avait l'habitude de dire tout ce qui est pensé existe. C'est un peu comme la scénographie est un acte de fiction, mais c'est quelqu'un qui était déjà très âgé quand les mouvements art-action à travers Fluxus et les néo-dada des années 60 apparaissaient. Donc, comment nous, dans le 21e siècle et encore plus maintenant à travers cette situation de pandémie, on peut à la fois se voir en visioconférence et puis imaginer de préparer des rencontres en présentiel dans un lieu que je garde encore secret dans 2 ans. Donc voilà, c'est comment on met en jeu à la fois nos parcours et bien évidemment, alors là, pour le coup, c'est la question du parcours, c'est la question de cette écriture qui dépasse le langage sur la page blanche, hein, ouvert depuis Mallarmé. Là, on ouvre un petit peu des portes ouvertes, mais j'aimerais revenir à Mathilde et à votre ouvrage, Mathilde, justement. Je veux bien réagir juste avant par rapport à la question, parce que là, c'est vrai qu'il y a une sorte de position militante un peu anti-institution, anti-commissaire, et ce que je peux très bien entendre. Et en même temps, moi, je pense
que cette question de la déhiérarchisation des places est essentielle, et en même temps, ce qui pour moi plus intéressant, c'est des logiques de collaboration, et qu'il ne faut pas oublier qu'Édouard Glissant a par exemple un grand dialogue avec Anne-Sophie Chebrist, que la question du commissariat, c'est avant tout une question ou du curare, c'est la question du prendre soin, et qu'il y a des logiques de laboratoire. Il y a des logiques il y a des logiques en tout cas de construction du projet d'exposition qui sont aussi des logiques de dialogue et de co-réalisation avec l'institution elle-même, qui peut aussi se mettre en tension et en dialogue avec la logique de la création de l'artiste. Donc voilà, juste peut-être minorer là-dessus. D'autant que moi, dans le jeu de ce livre-ci, qui s'appelle donc le sous-titre, c'est quand même l'artiste et la scénographie, c'est aussi d'interroger la place du scénographe comme étant. C'est vrai qu'elle a été longtemps sous-évaluée, et aussi la fonction de la scénographie comme étant un des outils, en fait, qui est un outil conceptuel, un outil idéologique et un outil technique aussi, et de le revaloriser comme étant essentiel dans la pratique de l'artiste, mais dans l'expérience de l'œuvre. À mon sens, c'est peut-être cette vision plus constructive pour pas non plus. Voilà, je pense que c'est important aussi de pas jouer non plus d'une forme comme ça de schématisation. Voilà. C'est vrai qu'évidemment, on aimerait que les œuvres puissent circuler davantage et le faire comme peut le faire les livres d'Almasio. Mais en même temps, bon, Pierre-Yvick, c'est une exposition, par exemple, qui a rencontré la foule, voilà. Et c'est intéressant aussi de se dire que pourquoi est-ce que cette exposition a autant eu de succès de public, de grand public, de famille. Il y a pas mal qui ont été écrits là-dessus. Bon, ou Tony Osler et son Hippoderia, ça a été exposé pendant 11 mois au MoMA. La fréquentation au MoMA est énorme aussi. Donc, bon, on peut espérer quand même que ces œuvres aient activé un rapport. Si on pense cette question du public, comme vous l'évoquiez, par rapport à la question de la diffusion, en fait. Donc, il y a quand même mais pour ça, à mon sens, il ne faut pas. Voilà, il faut plutôt réhabiliter et se réapproprier et contaminer ces lieux et être dans des logiques voilà, que de les voilà, juste. Oui. Après moi, je parle vraiment au niveau de la symbolique. Je pense qu'il y a les mots ont du poids, les mots ont du sens. Et je pense que dans cette logique, justement, donc, par rapport à ce que. Quand je parlais des commissaires, loin de moi l'idée d'en désigner un en lui disant celui-là, il mérite la fameuse mitraillette à merde de Pierre Desproges qu'il promettait à ceux qui possédaient des chiens et qui les laissaient faire leur déjection partout. Non, je pense juste qu'à un moment donné, il faut. Peut-être que nous-mêmes, nous devons changer de vocabulaire. Ce que fait West Lumière, à un moment donné, c'est qu'il invente son propre vocabulaire, mais en restant accessible. En fait. Moi, c'est vrai que je n'aime pas le mot commissaire d'exposition. Voilà. Après, il y a des commissaires d'exposition formidables qui sont des amis. Voilà. Et donc, je pense qu'on gagnerait. Et par ailleurs, si on parle de l'université, Yann la connaît bien. À multitude, on essaie de faire en sorte de s'élargir hors de l'université. L'université a des lourdeurs absolument abyssales. Je veux dire, on devrait enseigner toute la vie. L'université, ça devrait être la vie permanente de tout un chacun. Je pense qu'on a besoin, si on oublie le virus de la pandémie actuelle, si on prend des virus positifs, on a besoin de virus de l'intérieur et de virus de l'extérieur. Le virus de l'intérieur du système pour essayer de le foutre un peu en l'air et de le réformer dans la mesure des règles, et de l'extérieur, on change les règles. On se dit, on peut jouer selon d'autres critères, d'autres cartes. Et si on se contente simplement de changer de l'intérieur en gardant les mêmes mots, les mêmes termes, en amadouant l'institution purement et simplement, elle ne changera jamais. Elle a besoin d'une pression de l'extérieur. Elle a besoin de gens pour lui dire et la provoquer si on veut qu'elle se transforme. Voilà. Pour le coup, c'est juste un point on va dire. Et par ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que disait aussi Yann par rapport aux rencontres. Daniel Rivière n'a rien dit, mais elle a une maison d'édition qui s'appelle d'Ivoire, qui est un ovni quelque part, et qui organise des rencontres entre des scientifiques, des artistes, des dessinateurs. Et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de pousser
et de propulser. Je veux dire, et une maison d'édition comme d'Ivoire n'appartient à aucune étiquette, aucun statut. C'est vrai que moi, je garde de Dada et de mon vieux professeur qui s'appelle Philippe Sers, qui m'a beaucoup étonné parce que c'est un théologien qui est en même temps un grand spécialiste de Dada, qui expliquait que Dada n'est possible qu'à un moment donné parce qu'il fout en l'air des étiquettes. Le problème, c'est que je crois que les étiquettes, hein, dire les statuts un tel et un tel est un blocage. En fait, voilà, j'en suis convaincu. Voilà, je pense qu'on peut s'en défaire, mais que c'est utile, on va dire, de les bousculer un petit peu, voilà. Et d'Ivoire, c'est ce que fait d'Ivoire en fait. Hein. C'est une maison d'édition qui elle-même casse les règles de l'édition classique, et d'où les difficultés d'Ivoire parfois à diffuser ses livres. Parfait, Ariel. Moi, je reprends une parole. Maintenant, nous sommes à 15 minutes avant que je coupe. Alors, juste pour dire 2-3 choses, c'est qu'effectivement, une rencontre comme ce soir, elle existe parce qu'il y a des gens comme Daniel Rivière qui font des livres. Et quand je vous ai proposé aussi, j'avais l'air de blaguer, mais c'est loin d'être une blague sérieuse, c'est une blague avec beaucoup d'humour. Oui, c'est nécessaire de lire des livres, qu'ils soient numériques ou en papier, et c'est encore mieux de parler de livres papier parce qu'il faut les acheter, les lire, et aussi parce que ce sont des objets. Objets au sens d'objets que l'on peut matérialiser, de comprendre. Donc sur l'objet du commissaire, moi je dirais simplement, parce que 2 heures, c'est très court, mais enfin, il y en a quand même un célèbre qui s'appelle Harald Ziman. Donc, on ne va pas faire d'histoire de l'art, mais Harald Ziman, c'est comme un grand du commissariat d'exposition, et c'est quelqu'un qui, effectivement, a pu jouer. Donc, de quelle manière on joue, de quelle manière on vit, de quelle manière on cultive, ça, on est tous d'accord, et de quelle manière, effectivement, on se rencontre. On se rend compte dans quelque chose qui n'est pas mort. Et donc, il y a un mot qui n'a pas été évoqué, c'est l'aspect muséographique des choses. La scénographie, quand Poliri la met en place, il passe pour un dingue et un barbare. Et c'est bien pour ça que moi, je me suis souvent gardé de parler de scénographie, mais ça, c'est à part. C'est-à-dire que le poids des mots, effectivement, il a une grande importance dans une époque où, effectivement, les mots du monde sont plus qu'effectivement épidermiques, sont plus que virales. On pourrait citer dans la science-fiction, je place ça, l'air de rien également, mais ça a beaucoup d'importance parce qu'à un moment donné, les éditeurs se rencontrent. Effectivement, c'est William Burroughs. William Burroughs est à la fois dans la science-fiction, il est hors des cadres, et d'un autre côté, il va inventer des dispositifs, influencer, voilà. Et à la limite aussi du politique, par différentes filiations qui le conduisent jusqu'au situationnisme qui, passant par le Hollande. Et là, j'invite à lire un dernier livre qui vient de sortir à la maison d'édition de Mathilde sur Madame de Jong, voilà, lié avec le situationnisme, qui va revenir en France et créer l'un des plus grands. Jacqueline de Jong, en fait. Voilà, tout à fait. Et j'ai interviewé quand j'étais jeune journaliste, quand j'ai fait un reportage sur les situs. J'imagine bien, Ariel, tu penses bien que là, on ouvre des pistes, mais ce n'est pas 2 heures qu'il nous faut. Il faut beaucoup plus de temps. Je ne dévoile que 0,5%, en fait, mais juste pour saluer aussi il y a un retour qui passe, et il faut savoir qu'elle a été liée en Hollande à un projet qui s'appelait Sigma, un projet révolutionnaire qui passe par William Burroughs, et que l'un des plus grands festivals français où les Pink Floyd jouent devant 50 personnes, où Nicolas Schoeffer est invité devant 100 personnes, s'appelle le projet de Sigma. Voilà. Donc, ce que je veux dire, que l'histoire, elle est toujours en marche. Et cette histoire, elle est faite pour des gens vivants. Et donc, la question du spectacle vivant, elle passe par Debord, qui est cité par Mathilde. En tout cas, vos 2 ouvrages sont vraiment au cœur de problématiques qui sont en questionnement, et ne pas chercher obligatoirement à en donner des réponses, mais à ouvrir aux paroles, ça, c'est ce qui me semble vraiment génial. Donc, j'ai réussi à placer Harald Ziman comme commissaire d'exposition, ça, c'est très bien. Aussi, parce qu'il est bien connu que Harald Ziman a beaucoup été en relation avec des pratiques de transmission avec des écoles. Donc, on a parlé de Dada, mais on pourrait aussi parler de Monte Veritas, on parlait du Black Mountain College. Je dirais juste que le séminaire du 27 octobre 2021 sera dédié au Black Mountain College depuis le Pays Basque, où j'ai créé une résidence d'artistes et de permaculture. Vous voyez comme quoi il faut sortir des écrans. Et juste pour vous rappeler qu'on a une dizaine de minutes. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Bravo, Ariel, d'avoir parlé de Daniel, qui parle si peu de son travail, mais dont les ouvrages sont fantastiques. Je crois qu'elle a plus de 250 ou 300 ouvrages dans sa collection. Et en tout cas, ce qui est fantastique, c'est qu'on a toujours des personnes qui viennent nous rejoindre. Donc, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans l'échange. Et ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, bien que nous nous voyons à travers des écrans, et c'est ce qui est défini un peu dans les dispositifs dont parle de Mathilde, que l'on apprécie en fonction de ses expériences, etc., ne parle
de tout, sauf simplement d'écran, sauf simplement de limites. Voilà. Pour ma part, c'est juste mon rôle de vous rappeler que nous avons 10 minutes et que chacun peut poursuivre avec des questionnements et des échanges et que malheureusement, on est dans un temps beaucoup trop court. Voilà. Mais Je voudrais juste revenir sur cette, mais avec un temps très court, cette question du commissaire. Elle est un peu dans le sens de ce que disait Mathilde, parce qu'effectivement, je peux être tout à fait d'accord sur l'aspect un peu malheureux des références sémantiques derrière le mot commissaire. Mais c'est vrai que je pense que cette notion de collaboration et finalement de penser des articulations entre les différents acteurs qui tendent à une exposition, donc l'artiste, les artistes et le ou les commissaires, et là ou les scénographes, me semble plus intéressant à envisager dans le terme de la relation, plutôt qu'effectivement dans une mise à l'index, quoi. Moi, de mon expérience personnelle, effectivement, j'ai aussi été confronté à des situations finalement assez, assez enrichissantes, hein, dans des échanges avec des commissaires d'expo, dans des cadres vraiment divers et des contextes et des échelles d'exposition également extrêmement diverses. Et que finalement, à partir du moment où, et je pense qu'il y a peut-être aussi d'ailleurs des générations plus jeunes de commissaires qui ont peut-être une image peut-être effectivement moins surplombante de la fonction. Et je pense qu'il y a des choses justement qui bougent et qui changent, à mon sens en tout cas, dans l'expérience actuelle du monde de l'art. Enfin, je voulais juste... Oui, mais je ne parlais pas d'une mise à l'index, hein, attention. Hein. Oui, non, mais voilà. Et je pense qu'il faut composer dans tous les cas. Et que les commissaires d'exposition, en tout cas, évoluent eux aussi avec leur époque, si tu veux. Il ne faut pas non plus être dans la, tu vois, dans la caricature. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a à la fois nécessité de composer avec les institutions et les représentants des institutions. Mais on pourrait parler aussi du problème des sponsors, hein, et du problème de certains types de mécènes. La question de ce qui permet à la parole de l'artiste d'exister dans toute on va dire, sa vigueur, sa puissance, sans nécessité de caresser dans le sens du poil soit un marché, soit une institution, de pouvoir dire des choses sans se sentir, sans s'auto-censurer, en fait, en quelque sorte. Hein. Voilà, ça reste la question de cette notion qui est, comme le disait très bien Stigler, qui n'existe pas, celle de la liberté, en fait. Hein. La liberté n'existe pas comme la démocratie, elle consiste. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour s'en approcher, mais si on croit qu'on la détient, on ne l'a plus. La justice, c'est ça, en fait. Hein. Et quelque part, c'est un peu le problème que moi j'ai avec cette notion de commissaire d'expo, c'est qu'une belle exposition, une belle scène, une belle mise en scène, une belle situation créée, elle suppose une hiérarchie, un système où, en fonction de ce qui est fait, la hiérarchie change et bouge, et où, effectivement, si l'on part d'une hiérarchie a priori ancrée dans l'histoire depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, une centaine d'années, il y a des facteurs de frein que moi j'ai perçus, y compris en travaillant avec des gens parfois formidables dans ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Voilà. Et une chose est ce que vous faites vous en tant qu'artiste en composant avec un système, ou ce que fait aussi Mathilde. Une autre est de se dire, moi qui suis à l'extérieur, d'essayer de pousser pour qu'effectivement on ne soit pas dans la révérence par rapport à des sponsors, des mécènes, des systèmes, quelque part, qui méritent d'être transformés, à mon sens, ou en tout cas qui méritent qu'on en rigole un petit peu, qu'on en rie un petit peu, et qu'on essaye de ne pas les prendre au sérieux, et de nous-mêmes ne pas nous prendre au sérieux lorsqu'on ne les prend pas au sérieux, d'ailleurs. Yann Thomas, je pense que la parole est à vous, avant que je la laisse à Mathilde Roman pour clôturer la séance de ce soir. Oui. Alors, je voulais simplement dire que le rapport au commissaire, je crois qu'aujourd'hui, qu'on a vécu, maintenant qu'on a vécu cette période vraiment de remise en question commune et mondiale, je pense qu'il y a en effet cette question du commissaire politique qui s'évacue maintenant, qui est évacué. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné presque l'impression, certains artistes en tout cas, que les commissaires avaient une faculté à s'arroger le fait même d'être auteur, qui devenait presque écrasant par rapport aux artistes. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a enfin quelque chose qui se remet en place
de façon, je dirais presque mécanique, c'est-à-dire qu'on a non pas une individuation des secteurs, mais quelque part un dialogue qui peut recommencer à se poser parce que chacun d'entre nous avons fait un travail d'introspection et de retour sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons apporter en tout cas à cette question de la création. Et pour finir mon intervention, parce que le temps est compté, je voulais dire que je trouvais Ariel assez dur avec l'université et je lui prouverai qu'aujourd'hui, l'effrangement des frontières universitaires est possible, que nous ne sommes pas à l'université dogmatiques, ancrés dans nos disciplines, mais qu'au contraire, une diffraction est possible, que l'université des savoirs et des imaginaires du futur est possible. Donc, je nous invite à de nombreuses réflexions sur ce thème. Et voilà. Avec des commissaires d'exposition qui vont monter dans le même bateau, en fait. Voilà. Exact. Mathilde. Oui, j'avais envie de terminer de départ sur Don Graham. Et vu ce que vient de dire Yann Thomas aussi, peut-être avant ça, moi j'aime beaucoup la formule de Thomas Hirschhorn qui dit que l'autorité, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Donc plus on est d'auteur, plus on est, plus l'autorité est forte. Et voilà. Donc je crois aussi que voilà, pour dire cette idée que moi, il me semble que les collaborations, même les récits, effectivement, peuvent être bien sûr parfois désastreuses, surtout quand la question du privé s'en mêle de manière trop importante. Et c'est malheureusement le cas de plus en plus aujourd'hui. Mais en même temps, ce que je souhaitais mettre en avant en mettant en avant la place du scénographe, c'est aussi de montrer à quel point l'expérience d'une œuvre et la création artistique est une création partagée et collaborative à plein d'endroits. Et ceux qui travaillent avec l'intelligence artificielle, la technologie, en tant qu'artiste, le savent bien. Voilà, et que c'est pas une question de savoir qui va tirer la couverture à soi. Il me semble pas, quoi. Et que je crois au contraire qu'il faut démystifier aussi la place de l'artiste ou du penseur ou du philosophe ou quel qu'on soit pour au contraire créer des logiques de dialogue et aussi de mélange du sens. Et je disais que moi j'avais envie de terminer avec Dan Graham parce que je pense que Dan Graham c'est quelqu'un justement qui a beaucoup interrogé l'institution, aussi avec beaucoup d'humour et d'ironie et qui a quand même énormément su aussi en montrer les travers, sans tomber non plus dans la critique institutionnelle et tout en collaborant et en parvenant comme ça à réinventer beaucoup de formats en collaborant avec les institutions, même s'il a toujours évoqué aussi les années Jack Lang comme un peu les années une période comme ça historiquement magnifique dont on ne peut qu'être nostalgique, peut-être surtout aujourd'hui face à la situation que l'on vit où la condition d'exposition est extrêmement précaire et la condition des artistes mais aussi de tous les acteurs du monde de l'art en fait où il y a et c'est peut-être ça la réalité dans laquelle on vit et qui fait qu'on est peut-être dans des situations parfois de repli et de repli ou de par rapport à une autre, alors qu'en fait, c'est surtout qu'on est dans une situation où effectivement, c'est extrêmement difficile de produire des œuvres et de les défendre et de les penser et de les exprimer par l'expérience, quel que soit l'endroit où on se situe. Donc voilà, faisons face ensemble pour essayer de les réinventer, de les rendre possibles en tout cas. Et Dan Graham, pour moi, est une grande figure de ce mouvement-là qui a tenu le cap et su avec beaucoup d'ironie et d'intelligence faire bouger beaucoup les choses. Fabien, Franck, il te reste... Moi, je vais clôturer parce que je me suis engagé d'être dictatorial sur les 2 heures, sachant qu'on ne pourra pas tout dire. Déjà, vous remercier et merci aux 2 auteurs. Lisez les 2 livres de ces 2 auteurs pour ceux qui ne les ont pas encore faits. Achetez-les. Merci à nos 2 grands auditeurs. Continuez à prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon début d'année de l'année prochaine. Ça, c'est pas très clair, mais c'est parce qu'en fait, je trouvais peut-être drôle de terminer par le titre d'une œuvre de Dan Graham qui me vient à l'esprit, qui peut faire sens, qui s'appelle Rock My Religion. Et donc, rock les institutions, rock les situationnistes, rock le passé.
Je ne sais pas ce qu'il faut rock, mais en tous les cas, c'est aussi, si on fait un jeu de mots, une technique aux échecs pour se déplacer. Et donc, la question de la scénographie, c'est quelque chose aussi de la question des échecs. Et ça nous amènerait vers Marcel Duchamp et vers d'autres voies. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Mathilde. J'espère à très bientôt pour poursuivre et que ça aura, donné. Merci Christelle, merci Voilà. Fabien. Voilà. Merci à toutes et tous et à ceux qu'on n'a pas entendus aussi. Voilà. Merci Franck, c'était Pas super. encore. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. À très bientôt. Au revoir. Il est 23h. Ça y est.